Ce garçon se moque des boxeurs professionnels malgré le fait qu'il ait commencé la boxe il y a 2 semaines. Personne ne peut égaler la vitesse et l'agilité de Ryuk. Même les boxeurs plus âgés et expérimentés n'ont aucune chance contre lui. Ryuk impressionne tellement l'entraîneur local qu'il invite un entraîneur mondialement célèbre appelé K, qui a formé 5 des meilleurs boxeurs du monde et voyage maintenant à la recherche de son dernier disciple. K regarde ce garçon et évalue chacun de ses mouvements. Il voit clairement que son talent inné dépasse celui de tous ceux qu'il a entraînés auparavant. Tous ses mouvements sont naturels et il a son propre style. En gros, Ryuk a tout pour devenir le prochain champion. Mais malgré cela, son amour pour se montrer et son manque d'entraînement ne lui permettent pas de vaincre un adversaire beaucoup plus âgé et plus fort, qui gagne à la fin. C'est alors que K entend du bruit venant de l'extérieur. Quand il regarde par la fenêtre, il voit un groupe de brutes en train de frapper un gars solitaire et morose qui n'essaie même pas de se défendre. Il encaisse coup après coup, et puis K remarque quelque chose qui le choque profondément. Il n'en croit pas ses yeux. Ce garçon voyait clairement chaque coup des brutes, mais ne voulait tout simplement pas les esquiver. Alors K descend, et pendant que les brutes se font réprimander par l'entraîneur local, K pose une seule question. Pourquoi ce garçon n'a-t-il pas esquivé ses coups? Il répond simplement qu'il n'en avait pas envie, et s'en va comme si de rien n'était. C'est alors que K décide de tester ce garçon pour en être sûr. Il se précipite en avant et essaie de donner son coup de poing le plus rapide et le meilleur. Mais ce garçon voit clairement le coup et l'esquive comme si de rien n'était. Coach K est choqué par la facilité avec laquelle le garçon a esquivé son coup. Bien qu'il soit vieux maintenant, personne ne l'a jamais esquivé auparavant, et le fait que ce garçon l'ait fait si facilement signifie qu'il a un véritable talent de niveau divin. L'entraîneur K ne peut pas ignorer un potentiel aussi illimité et propose de lui apprendre la boxe. Mais le garçon morose ne semble pas du tout intéressé et se demande si frapper les gens est même amusant. L'entraîneur K réalise que ce garçon manque de la faim innée de domination humaine, un contraste total avec le punk talentueux aux cheveux blancs qu'il a vu dans le gymnase. L'entraîneur K répond que c'est effectivement amusant de frapper les autres. Frapper un autre être humain crée un sentiment de sens, et tout le monde veut atteindre ce sommet. Ensuite, Coach K montre au garçon sa toute première leçon de boxe avec un simple jab 1-2 et lui donne un délai de 30 jours pour accepter son offre. Le garçon sombre hausse simplement les épaules et s'en va. L'entraîneur local ne comprend tout simplement pas ce que K a remarqué chez ce garçon. Alors K explique qu'il avait l'habitude de croire en ses intuitions. Il a eu le même sentiment pour les 5 précédents champions qu'il a entraînés, ainsi que pour Ryuk. Mais ce gamin sombre, c'est une toute autre affaire. Un seul regard sur lui a suffi pour donner des frissons à K, des frissons de peur. K tremble encore après leur rencontre. Ce regard dans ses yeux. Il avait l'air ennuyé pendant qu'une bande de brutes le frappait, alors K l'a testé en lançant son coup de poing le plus fort par derrière. Pourtant, ce gamin avait déjà vu son poing arriver et l'a esquivé. Il ne l'a pas évité par miracle ou par instinct animal. Il a bougé avec précision et grâce comme s'il savait déjà que ça allait arriver. K a vu trop de génie pour les compter dans sa vie, mais jamais quelqu'un comme ce gamin. Vous pourriez penser que cela signifie qu'il réagit juste rapidement, mais pas du tout. La façon dont il a esquivé le point de K signifie que le temps s'écoule à une vitesse complètement différente dans son monde. En gros, il n'est pas humain, c'est un monstre. Le lendemain à l'école, Jay se fait tabasser par une bande de brutes. C'est un gentil nerd moyen qui sert actuellement de siège à Ryuk. Le punk aux cheveux blancs est établi comme un tyran qui va à la salle de sport, ce qui est l'une des pires combinaisons possibles. Ryuk aime se prélasser dans les louanges de ses sbires, qui le félicitent et pensent qu'il va devenir un champion du monde un jour. Le monde est divisé en deux, les faibles, comme le garçon mystérieux ici, et son acolyte nerd, et les forts, comme le cousin de Bakugo, Ryuk. Ces voyous vérifient tranquillement la coupe de cheveux de notre garçon pendant qu'ils vaquent à leurs occupations. Leur principal objectif est d'intimider Jay, le pauvre garçon qui ne peut tout simplement pas arrêter de se faire tabasser. Pendant le déjeuner, il jette des bonbons dégoûtants dans son bol, le forçant à manger. Le nerd est un homme bâton de niveau 1, donc évidemment, il a dû accepter une demande aussi dégoûtante. Jay se sent mal après. Pendant que tous les autres enfants jouent, Jay est assis avec l'introverti Mystère Pro Max parce qu'ils sont tous les deux des perdants. Jay est surpris parce que Yu a des capacités physiques incroyables, mais refuse de jouer par pur ennui. 4 yeux explore la passion de Yu, mais autant qu'il s'en souvienne, ce type n'a jamais pensé à devenir quoi que ce soit auparavant. Il vit sa vie en mode chill max, sans se soucier de rien. Yu pose la même question à Jay, déclarant qu'il veut suivre les traces de son père. Alors qu'ils se chamaillent joyeusement, Ryuk ne peut tout simplement pas supporter que le nerd passe un bon moment avec quelqu'un. Il frappe la balle en direction de Jay, mais à la surprise générale, Yu l'attrape facilement. L'enfant à problème et le cinglé Ryuk est féroce et gifle Yu au visage pour avoir même tenté de faire une telle chose. Ryuk fait de son mieux pour semer la peur dans les yeux du garçon, mais Yu le regarde avec une expression indifférente, comme s'il ne se souciait pas de sa menace. Quant à Jay, il s'entraîne secrètement pour devenir boxeur comme son père. Son père est une figure qu'il considère courageuse. D'une certaine manière, le garçon échoue comme s'il avait échoué son ami en refusant de confronter Ryuk. Après tout, le budget Bakugo est sa plus grande peur, le faisant se sentir comme un perdant. Jay, le garçon déprimé qui s'est réfugié dans sa chambre tout seul, remet en question ses chances contre l'objet indomptable de sa perte. Pour Jay, il est clair que la force de son adversaire est extraordinaire. Il a vu le punk aux cheveux blancs démolir des gars bien au-dessus de sa catégorie de poids. C'est un vrai spectacle, comme s'il jouait simplement avec ses adversaires. 4 yeux pense que personne ne peut l'arrêter. Dans un effort pour chercher des conseils, Jay consulte son père, qui était boxeur à son époque. Il veut savoir comment battre des adversaires plus forts que lui.
Son père explique qu'à son époque, il fallait tout ce qu'un boxeur avait dans le cœur pour gagner. C'est la différenciation qui séparait les amateurs des professionnels. Quoi qu'il en soit, son père se souvient aussi d'avoir été terrifié à l'idée d'affronter des adversaires forts. Dans ces moments-là, même un professionnel de son calibre n'avait pas d'autre choix que de se retirer et de se faire battre. Il se sentait mieux de se rendre et d'accepter la défaite plutôt que de subir la raclée. Mais c'est ça le problème. Une fois que vous tombez en tant que boxeur, tout se termine. Le père de Jay comprenait ce fait et reconnaissait que la chose la plus importante pour un boxeur est de continuer à se relever quoi qu'il arrive. Cela dit, il pense que dans toute autre circonstance, une personne devrait courir pour ne jamais être attrapée. Il souligne que le courage de toutes les personnes est louable, même si elles ne sont pas boxeurs. Le garçon nerd trouve du réconfort dans les conseils de son père et s'endort. La perspective se déplace vers Yu, qui monte un escalier lorsqu'il aperçoit à nouveau le visage de Garth. Ryuk voulait vraiment se venger de lui et a même fini par aller chez lui. Pour apprendre les bonnes manières à Yu, Ryuk le ridiculise et incite le garçon à se battre. La réponse typique d'ignorance de Yu finit par lui valoir un coup sur le crâne. Par conséquent, Ryuk veut s'assurer que Yu souffre de la pire vie imaginable en le faisant payer de l'argent. Après le départ de Ryu, comme d'habitude, rien ne change dans la vie de Yu. En rentrant chez lui, Ryu est terriblement furieux en se remémorant les yeux indifférents du garçon qu'il vient d'affronter. Ryu repère un groupe de délinquants d'un autre gang qui ont hâte de tester sa force. Pour évacuer sa colère, Bitchface lui lance un coup explosif au visage, le mettant KO. Il est ravi de les briser un par un, car leur expression de tristesse lui apporte le plus de joie. La nuit se termine avec Yu passant du temps seul avec son chat. Ses yeux sont si sombres qu'il ressemble à un fantôme. Le lendemain, c'est l'heure du jeu. Aujourd'hui est le jour pour lequel Jay s'est préparé. Il est prêt à affronter ses harceleurs. Même en classe, il rassemble son courage pour ne pas avoir peur. Étonnamment, ils ne lui font rien. Jay est confus, car cela ne devrait pas se passer ainsi. De plus, Yu est absent. Il commence à réaliser qu'il y a certainement une raison pour laquelle ils l'ont épargné. Cela se confirme car Yu est battu dans un entrepôt pour ne pas avoir apporté son argent à Ryu. Les sbires de Bitchface s'entraînent à tous leurs mouvements en le tabassant comme une poupée. Ryu est là pour leur apprendre à frapper tout en profitant du spectacle. Soudain, Jay fait irruption, leur criant d'arrêter. Un moment de silence s'ensuit avant d'être remplacé par la peur. Le cœur du garçon bat vite, ayant réalisé qu'il a prononcé des mots qu'il ne pourra jamais retirer. Le sentiment de peur fait s'effondrer sa détermination, qu'il avait préparée avant d'entrer dans cette pièce. Le corps du garçon tremble, refusant d'agir, mais il ne peut plus rien reprendre. Il doit se battre, et il choisit de charger ses bras. La scène déroute complètement Ryu, mais Jay n'est plus ébranlé. En utilisant les conseils de son père, le garçon ajuste l'angle parfait et délivre un coup direct avant de pivoter ses hanches pour un coup croisé. Ce combo en 2 temps le surprend lui-même, tout en énervant son adversaire. Satisfait que ses coups fassent des dégâts, Jay a gagné un sentiment de courage. Cette fois, c'est son adversaire qui tremble de peur. Mais cela suffit car Ryu est là pour tout terminer. Il est là pour s'assurer que Jay se souvienne de cette humiliation. Même ses subordonnés pensent que c'est injuste que le nerd ait été envoyé directement au boss final après une victoire. Ryu l'incite à l'abattre tandis que 4 est convaincu que sa véritable bataille a enfin commencé. Visage d'insecte Bakugo provoque le petit Jay à l'attaquer. Le petit Jay a la confiance d'un débutant, pensant qu'il peut le surpasser. Jay lance un coup de poing en avant qui est facilement esquivé. Je suis un hater, mais ce type, Ryu, est en fait en mode ultra instinct pour esquiver ses attaques. Jay est entièrement concentré sur le fait de porter juste une attaque, juste un coup qui pourrait détruire Ryu, mais le pauvre gars est à court de carburant, au point que même Ryu se moque de lui. Le mec gifle son adversaire en plein visage, lui infligeant une coupure si sévère qu'il commence à perdre espoir. La peur de la défaite s'installe alors que Ryu le provoque à attaquer. Jay se prend un coup en plein visage, le mettant dans un sacré état de confusion. Le mec est traumatisé, réalisant qu'il affronte un véritable monstre. Jay est à bout de souffle et sait qu'il a merdé en défiant ce type. L'équipe de détracteurs de Ryu ajoute aux provocations. Ryu vient demander au petit Jay s'il abandonne déjà. Mais non, Jay puise dans son Rocky Balboa intérieur et se lève. Il est prêt à encaisser, même s'il sait qu'il est surpassé. Sa nouvelle stratégie est d'épuiser son adversaire, mais Ryu a envie de jouer avec sa nourriture et prend une position à un bras. Mais même avec un seul bras, il parvient à asséner des coups qui traversent la garde de Jay. Ryu l'inonde d'une rivière de coups dévastateurs, tandis que Jay essaie de tenir bon. Il reçoit un coup de poing violent dans le ventre, pendant que son adversaire psychopathe savoure la sensation de violence. Le nerd réalise que c'est à ça que ressemblent vraiment les combats de rue, mais il n'abandonne toujours pas, il va encaisser jusqu'à ce qu'il gagne. Ryu semble connaître la stratégie de Jay et le divertit avec des coups agiles sur tout son corps. Jay endure des attaques de tous les angles. Même l'équipe de détracteurs pense que c'est la définition de se faire botter le cul. Jay encaisse cette raclée juste pour pouvoir assurer un coup décisif, et puis quelque chose se passe. Ryu se prépare à charger un coup de poing puissant, offrant à Jay juste l'occasion de réagir avec un seul uppercut. On pourrait penser que c'est le moment où l'outsider gagne, mais non. Bitchface esquive ça comme un fou et revient avec un coup de bélier en plein visage.
Le père de Jay avait un palmarès de boxeur qui ne reflétait ni grandeur ni célébrité. Il n'a jamais été reconnu comme un boxeur courageux, une qualité que son fils admirait profondément en lui. Le garçon qui avait tout enduré est allongé, vaincu, sur le sol. Ryu a écrasé son cerveau, lui faisant même perdre le sens de l'orientation. Tête de cafard se moque de sa petite stratégie pathétique et le lit comme un livre ouvert. C'était si facile pour lui de voir à travers les plans de Jay. Mais le combat n'est pas encore terminé. Le nerd est implacable, même après que son esprit ait été impitoyablement brisé. Jay reçoit de nombreuses gifles sur le visage. Ryu s'assure de le traîner à travers chaque couche d'enfer qu'il connaît, mettant Jay au sol. Le garçon se souvient des mots de son père, rassemblant chaque dernier brin de motivation pour se relever du sol. Ryu loue son esprit et respecte Jay au point qu'il est prêt à arrêter de l'intimider. Mais ce n'est pas fini, pas pour le garçon qui s'accroche à l'esprit d'un vrai boxeur. Jay se relève encore, désespéré de gagner. Yu l'observe attentivement. Quant à Bitchface, il est furieux, en colère, et assène un coup écrasant sur son visage. Ryu balance ses poings avec une telle violence que même ses amis pensent qu'il va tuer le garçon. Le visage de Jay est enflé, ensanglanté, meurtri, d'une laideur inimaginable. Ryu considère la persistance du garçon comme une offense à son ego. Il le traite de perdant minable pour renforcer son point de vue. À la grande surprise de l'abruti, Jay n'a jamais pensé aux chances de victoire. Il traite Ryu d'imbécile pour l'avoir mal compris. À la suite de cet acte courageux, Jay a transformé son être en une nouvelle personne plus forte. Il ne se soucie pas des titres mesquins comme le cousin de Bakugo ici. L'esprit de Jay rugit alors qu'il déclare qu'il deviendra boxeur. De tels mots résonnent avec Yu mais irritent Ryu, un contraste, poussant Ryu à le frapper de plus en plus. Puis, une question pénétrante de Yu fait taire la salle. Yu pose la même question qu'il a posée à l'entraîneur K concernant le fait de battre les autres et d'en tirer du plaisir. La scène passe à l'entraîneur K qui explique qu'il a fait confiance à son intuition lorsqu'il a vu le garçon sombre. Cela a toujours été une question de ressenti naturel pour lui lorsqu'il entraînait des champions du monde, mais quelque chose chez le garçon était différent. Revenant à la prise de position soudaine de Yu contre Ryu, ses subordonnés font les durs et merdent. L'introverti se souvient parfaitement des mouvements de Coach K et délivre un 1-2 qui secoue le punk. Coach K résume qu'il a frissonné d'excitation en rencontrant le garçon. Les coups de poing de Yu ont provoqué un silence assourdissant dans la pièce. Un par un, ils s'approchent de lui, seulement pour être réduits en morceaux. Ryu observe la scène comme si son âme quittait son corps. Coach K ajoute que les yeux du garçon accueillèrent de poings pour frapper son visage, comme si rien au monde n'avait jamais diverti Yu pour attirer son attention. Ce comportement inhabituel était quelque chose que l'entraîneur K devait tester lui-même. Il a lancé un point nucléaire visant à écraser le visage du garçon. Le résultat était clair comme de l'eau de roche. Le garçon a esquivé son point avec élégance, une qualité que les boxeurs acquièrent seulement après des années et des années d'entraînement. Ce n'était pas par chance ou par timing, c'était quelque chose d'inhabituel. Même le coach de boxe le plus légendaire du monde entier admet qu'il n'a jamais vu un génie comme Yu de sa vie. Maintenant, pour le moment de vérité, Ryu ressent une sensation inhabituelle de malaise. Les yeux faucheurs d'âme de Yu l'ont mis sur le qui-vive. Ryu avance puis a l'impression que le côté droit de son visage a été annihilé. Il hurle de douleur, recevant exactement le traitement qu'il mérite tandis que Yu le regarde comme si de rien n'était. Le tyran est devenu la victime impuissante, ressentant une terreur qu'il n'a jamais connue auparavant. Dans les propres mots de Coach K, ce garçon n'est pas un humain, mais un véritable monstre. Il est la définition de construit différemment. Nous obtenons une histoire de fond de notre gars, Ryu, qui vient de se faire mettre KO d'un seul coup. À l'époque, le jeune garçon voyait trop d'ouverture dans les combats des autres. Il avait aussi la coupe de cheveux la plus ridicule qui soit, mais cela ne l'a pas empêché d'écraser les autres gars. Le mec a commencé à penser qu'il était Gojo, ou quelque chose du genre, parce que personne ne pouvait l'arrêter. Le sentiment d'écraser complètement les autres l'a inspiré à le faire encore plus. Il prenait satisfaction dans la misère et la peur de ses adversaires. Cela avait transformé tout son être. Le mec a tabassé tellement de gars qu'il était connu dans tout le pays comme une menace. Ryu aimait quand des gens 5 fois plus grands que lui venaient lui donner une leçon, mais il aimait ça. Il aimait chaque seconde à les démolir, à leur enfoncer dans leur petit cerveau qu'il était inarrêtable. Ryu a enchaîné une série de victoires si impressionnantes qu'il a commencé à penser qu'il était au-dessus des autres, comme s'il était Bouddha ou quelque chose comme ça. Mais oh, comme les rôles ont maintenant changé. Il s'est fait écraser par un monstre qui aurait pu presque mettre fin à sa vie. Ses croyances précédentes sont ébranlées, mais ce n'est pas un souci pour Ryu après tout. Il pense que c'est juste un coup de chance et qu'il a dû glisser. L'idiot essaie de faire de son mieux pour s'assurer de vaincre Yu. Il se demande quelle approche conviendrait le mieux pour rendre son carnage. Ryu décide de charger son poing avec chaque fibre de son corps. Il voit Yu se baisser pour éviter l'attaque imminente, mais le visage de Garce avait déjà anticipé ce mouvement. Il déjoue Yu et vise directement sa tête. Il est impossible pour quiconque d'esquiver d'aussi près. Mais impossible n'est pas dans le dictionnaire de Yu. Il l'esquive carrément. L'âme de Ryu disparaît littéralement parce qu'il sait qu'il a merdé. Yu se relève avec un coup de poing aussi puissant qu'un marteau-pilon avant de déclencher une rafale de coups sur tout son corps. Le talent prétendument divin de Ryu s'avère inutile contre un adversaire qui est hors de son champ de vision. Ce monstre surgit par derrière et prouve que chaque proie a son prédateur.
Après s'être fait démolir, Ryu se réveille en hurlant dans la chambre d'hôpital, vivant un cauchemar. Quelques secondes passent avant qu'il ne réalise que chaque os de son corps a été pulvérisé. Ryu fait face à un sentiment complètement étranger pour lui, un sentiment de perte et de peur accompagné de désespoir. Il a connu l'échec, et tout comme un petit enfant pleurnichant après avoir perdu le jeu, Ryu pleure face à la défaite. Pendant ce temps, Coach K est concentré comme un laser sur sa nouvelle obsession. Il ne veut qu'un seul enfant dans l'équipe. Il n'a jamais autant voulu que quelqu'un le rejoigne. L'homme est tellement obsédé qu'il est prêt à kidnapper Yu. Curieusement, alors qu'ils s'attendaient à ce que Ryu se présente à la salle de sport, c'est Yu qui est arrivé, comme pour dire « J'ai mis une raclée à ton garçon ». Coach K est ravi que Yu soit là pour apprendre à se battre. Yu accepte ses conditions, mais a une exigence. Il demande de l'argent pour payer les factures de l'hôpital. L'entraîneur K réalise ce qui s'est passé et demande joyeusement si Ryu lui a lancé un défi amusant. Mais à la surprise générale, mon gars traite Ryu d'ennuyeux. C'était aussi simple que ça. L'entraîneur K rit et est prêt à dépenser sa fortune pour acheter tout l'hôpital si c'est ce qu'il faut pour que Yu rejoigne le gymnase. Ils partent tous les deux pour aller à l'hôpital. C'est assez drôle que l'entraîneur K soit secrètement content que Ryu se soit fait botter le derrière. Il ne se soucie plus de la vie du combattant arrogant. Yu est préoccupé par l'état de Jay, se souvenant du feu dans son cœur. Après avoir réglé leur facture, Yu emmène Coach K à son appartement. C'est un endroit terriblement vide, criant que ce type n'a aucune vie sociale. Il demande enfin le nom du garçon. Cela évoque des souvenirs du décès tragique de sa mère. La seule chose dont le garçon se souvient est son nom de famille. Yu se présente brièvement. Coach K explique qu'il fera entrer l'introverti dans un monde complètement différent de celui qu'il connaît. Les destins se croisent pour ces deux individus. Et de la même manière, les arrogants rejetés sont jetés de côté comme des déchets. C'est ça l'ironie. Ryu ne peut même pas regarder Jay droit dans les yeux. Il a l'air vaincu, tandis que Jay se tient droit, optimiste et courageux dans sa détermination. Le moment est venu. Yu n'a rien à emballer sauf un petit sac et son fidèle petit chat. Coach K décide de donner un relooking à notre garçon. Il le rend super stylé en coiffant ses cheveux. Ils arrivent à l'aéroport. L'entraîneur K rencontre son assistant. Carmen est la gérante de leur salle de sport et les accueille dans la voiture. Yu n'a même pas encore commencé sa carrière de boxeur et a déjà acquis une maison incroyable grâce à l'entraîneur K. Ils partent immédiatement pour leur première séance d'entraînement. Le Lions Boxing Club est connu pour produire les meilleurs boxeurs qui ont marqué l'histoire. Ils se vantent d'avoir le meilleur programme à jour avec les méthodes scientifiques. Pendant qu'ils aident Yu à visiter le gymnase, le reste des boxeurs est choqué. Le garçon leur semble petit et faible. Carmen explique que seuls quelques boxeurs ont la chance d'être entraînés sous la supervision de K. Elle lui dit d'être fière d'avoir été sélectionné, mais notre garçon est tellement détendu qu'il s'en fiche. Carmen s'énerve un peu face à son attitude. Yu est présenté à Arnold, mais son attention est fixée sur les portraits des champions du monde. Irontide est son meilleur et plus magistral chef-d'œuvre de tous. L'entraîneur veut qu'ils ressentent l'excitation de regarder un combat de près, alors il dit à Carmen de leur réserver quelques places pour un match de championnat. L'entraîneur K veut donner à Yu la chance d'apprendre sur des monstres comme lui. Dans la foule en liesse, il y avait un ring fait pour deux combattants. Le champion du monde en titre anéantit son adversaire coup après coup. Chacune de ses frappes infligeait de lourds chocs à son adversaire jusqu'à ce qu'un coup de grâce inévitable termine le combat. Aaron est sorti vainqueur et conserve son titre de champion du monde poids lourd. Coach K conseille à Yu d'écouter les acclamations de la foule, car il deviendra aussi quelqu'un du calibre d'Aaron. Avec son aide, l'introverti solitaire sera bientôt au sommet du monde avec son propre titre, et c'est alors que le désir de K sera réalisé. Il est enthousiaste pour Yu. Le garçon se souvient vivement de la figure rayonnante entrant dans sa vie. Il s'est réveillé dans sa nouvelle chambre, toujours aussi vide qu'avant. Au Lions Boxing Club, un certain boxeur a éveillé la curiosité de K. Orange Head veut être entraîné directement par l'entraîneur, mais sa demande est si ridicule que K pense qu'il ne touchera jamais Yu. Et s'il le fait, il promet d'en faire un champion du monde. Les discussions sur le combat de Josh contre Yu se répandent dans le gymnase. Josh n'est pas un adversaire facile. Il s'entraîne jour et nuit pour atteindre son niveau, mais malgré sa victoire à l'événement jeunesse de l'année dernière et ses victoires contre de nombreux boxeurs dans ce gymnase professionnel, l'entraîneur K semble ne rien penser de lui. K lui rappelle que des gens comme lui se trouvent partout dans le monde. En gros, il s'est fait traiter de moyen. K pense qu'il n'aime pas les gens dont les limites sont évidentes. Josh prend sa provocation comme un défi et affirme qu'il va écraser Yu pour lui faire ravaler ses paroles. Sur le ring, Josh est on ne peut plus sérieux, comme si c'était le combat de sa vie. Mais quand il se tourne vers son adversaire, il ne peut même pas bander ses mains. Josh est encore plus furieux car il affronte un débutant qui ne connaît rien au monde de la boxe. Les gens autour d'eux sont excités pour ce combat. Gu ressemble à Skindiana Bones et Stickman 48 parce qu'il n'a jamais entraîné un jour de sa vie. Alors que certains sous-estiment Yu, d'autres pensent qu'il est capable à cause de la sélection de K. Avec toutes les préparations nécessaires faites, K demande si Yu est peut-être nerveux. Monsieur Introverti trouve tout cela ennuyeux. Giga Shad Sensei lui donne une autre leçon de boxe. Une leçon cruciale qu'il veut qu'il se souvienne. Ne jamais se faire frapper dans un combat. Avec ce conseil, il quitte le ring, laissant les combattants se faire face. K est probablement en train de jubiler parce qu'il veut voir les pouvoirs de son prodige. La cloche sonne et
Josh est déjà sur une offensive massive, mais cela ne semble rien pour son adversaire, qui esquive les coups comme s'il les avait vus venir de loin. L'avancée consécutive de Josh, peu importe sa précision ou sa force, n'est pas suffisante pour toucher le visage de Yu. Rien qu'en regardant ce combat, K a envie de l'envoyer dans une vraie bataille pour qu'il puisse détruire tout le monde. Carmen et les autres ont appris que K privilégiait la vitesse plutôt que la force dans sa sélection. Le garçon ne bronche même pas en évitant ses attaques. Elles lui paraissent si lentes qu'après des dizaines et des dizaines de coups, c'est Josh qui commence à manquer de jus. Il n'arrive pas à croire qu'il n'a même pas pu toucher le gringalet devant lui. Les mots durs de l'entraîneur K envoient ce pauvre garçon sur la voie du traumatisme, et il sait maintenant qu'il ne faisait pas que le provoquer. Pour Tête Orange, c'est comme s'il affrontait un mur indestructible. Cependant, Josh n'est pas prêt à mordre la poussière si facilement. Il veut changer un peu les choses. Sa nouvelle stratégie est de confondre Yu avec un tas de feintes mêlées à ses attaques. Esquivant élégamment toutes ses attaques, Yu n'a toujours pas bronché, tandis que Josh est à bout. Un retour en arrière sur sa carrière d'entraînement nous apprend que Josh pensait être le plus travailleur de toute la salle de sport. Il s'entraînait tous les jours pendant des heures pendant de nombreuses années, admirant les grands et espérant qu'un jour il deviendrait comme eux. Mais maintenant, seule la colère reste dans son cœur. Kay pense que c'est injuste que, bien que beaucoup de gens soient de bons boxeurs grâce à leur entraînement, ils aient encore leurs limites. Et à ce stade, Josh commençait à réaliser les siennes. Contre un adversaire au talent divin, ses heures de dur labeur s'avéreraient inutiles. Kay pense que les boxeurs comme lui ne devraient pas non plus être découragés car ils sont arrivés à ce niveau par leurs propres efforts. Le premier round se termine alors que l'arbitre sépare les deux combattants. Josh est laissé avec un visage épuisé, tandis que K entraîne Monsieur Intouchable à frapper une personne directement sur le menton pour un coup de graisse. Yu n'a appris que 2 leçons, frapper et esquiver. C'est parce que K pense que des génies comme lui naissent avec une capacité naturelle à créer un style personnel qui optimise les mouvements. Il ne veut pas que Yu apprenne des techniques génériques et préfère qu'il priorise les objectifs. K est convaincu qu'il n'a jamais vu un talent comme le sien. Le mec le flatte tellement, allant jusqu'à admettre qu'il est l'incarnation même de la boxe. Quoi qu'il en soit, le deuxième round est sur le point de commencer et les choses ne s'annoncent pas bien pour Tête Orange. Tête Orange admet que son adversaire a d'excellents réflexes, mais en même temps, il est certain que même des gens comme Yu doivent avoir des problèmes d'endurance, car cela ne vient qu'avec l'entraînement. Son objectif est de l'épuiser avec des attaques plus lentes et de maintenir la pression. Josh est confiant dans sa stratégie, mais dès que le round commence, mon gars se fait détruire d'un seul coup, perdant connaissance. Quand il se réveille, Josh remarque que tout le monde est parti. La réalisation le frappe. Il a été complètement mis KO, jusqu'à ce que Yu lui offre une chance pour un autre round. Josh pense que c'est inutile parce qu'il est complètement à un autre niveau, mais quelque chose en lui rappelle à Yu l'esprit et la détermination de Jay. En partant, Josh se demande s'il aurait pu vaincre l'autre gars talentueux que Kay a choisi en sélectionnant ses candidats. Yurt réfléchit un instant, et au lieu de voir Bitchface Ryu, il voit la persistance inébranlable de Jay, qui se serait relevé pour se battre à nouveau. C'est pourquoi Yu le considère comme plus fort, laissant Josh ruminer seul. 2 ans se sont écoulés depuis ce combat. Un gars blond qui ressemble à Escanor d'un univers alternatif essaie de trouver des informations sur les nouveaux boxeurs de K. Il a été difficile d'apprendre beaucoup sur Yu, mais une chose est claire, il se concentre uniquement sur l'entraînement d'endurance. Yu court jusqu'à être complètement épuisé, puis il rentre chez lui pour prendre une douche. Le garçon maigre est maintenant un colosse déchiqueté grâce à son entraînement. À la salle de sport, John Taker, un poids léger avec un record de 9 victoires et 7 défaites, est censé être son adversaire. Ce visage de psychopathe est connu pour écraser les débutants et leur voler la vedette lors de leur début. Il adore coincer les boxeurs parce que c'est un rat. Carmen pense que ce ne sera pas un gros problème pour leur star, mais il y a des problèmes. Carmen croit surtout que Yu ne s'est entraîné qu'en regardant des matchs de championnat et en courant. L'entraîneur K est dans une impasse en y pensant. John Taker, le type chauve portant les tatouages de Sukuna, écrase simplement le sac de frappe. John adore jouer avec des crochets, puis attraper ses adversaires pour un coup de grâce final. Cela s'appelle le crochet de tête, et il a acquis une réputation notoire dans la communauté de la boxe. Le manager de John le présente à Peter Kent, un journaliste. Ce type qui ressemble à un personnage de dessin animé est stupéfait d'être interviewé. Il sait que les médias cherchent un titre accrocheur. Ils veulent que John anéantisse le boxeur secret de K. Escanor ici semble bien connaître le jeu et veut pimenter les choses. John admet que les doués et les talentueux ne sont que des déchets. Ils sont tellement gonflés et il prend plaisir à écraser leur esprit. Cela excite ce type louche. Le pire, c'est qu'il pense qu'il fait du bon travail en rappelant aux talentueux qu'ils sont stupides comme pas possible. Tout ce qu'il a à faire, c'est mettre ses adversaires KO, peu importe à quel point il joue sale. Le journaliste se fait traiter de mauviette parce que John déteste les faibles qui respectent les règles. L'élément de surprise vient quand John oublie les règles et choque les novices. Il prononce sa philosophie rebelle, rappelant à Peter le champion du monde poids moyen, Fabricio Santorino. Le chauve admire les frères Santorino et les considère comme les meilleurs combattants du moment. John laisse un message pour K et sa nouvelle obsession, déclarant qu'il détruira le talent de K. Après l'interview, John se demande sérieusement s'il va gagner contre Yu. Comme c'est ironique, n'est-ce pas?
Tout ce discours provocateur et c'est son entraîneur qui doit lui dire d'avoir confiance. D'un autre côté, Yu reçoit toute l'attention des médias pour être un boxeur à distance qui compte sur son jeu de jambes et grignote des points à ses adversaires. Carmen les gère comme une patronne et claque les portes. John se demande ce qui cause tant d'agitation de l'autre côté. Il cherche à détruire encore plus le débutant. Il est enfin temps pour lui d'embrasser la lumière des projecteurs. Les détracteurs fous de John critiquent ce gars de tous les côtés. Les commentateurs sont enthousiastes pour la compétition de poids léger d'aujourd'hui. Tout le monde est curieux de voir le talent de Yu en tant que dernier protégé de K. Pendant ce temps, John est heureux de pouvoir écraser le talent de K et leur apporter un regard de déception. Le combattant de taille moyenne, mesurant 5 pieds 9 pouces, émerge avec son équipe. L'entraîneur K l'aide à se relever. Le gars ressemble à la définition du style alors qu'il se prélasse sous les projecteurs devant lui. Peter est d'autant plus curieux à propos de Yu car il s'est concentré uniquement sur l'entraînement d'endurance. John reçoit cette information pour qu'il puisse donner quelques coups en combat rapproché. L'entraîneur K a déjà instruit Yu sur la façon de se battre. Il va s'en tenir à leur plan. Les commentateurs excident le combat, s'attendant à des accomplissements stellaires de la part de Yu. Même John doit admettre que notre garçon a cette froideur d'acier en lui. Il est prêt à lui infliger un monde de douleur après le début du match. Tous les regards sont tournés vers les deux combattants. La bataille commence enfin. Étant le sale petit rat qu'il est, le premier geste de John est de lui donner une tape respectueuse pour glisser un coup de poing, mais il frissonne de peur réelle en voyant Yu le regarder fixement. C'était comme si John avait été placé devant un pistolet, prêt à le descendre contre n'importe lequel de ses tours. Le calme de John est ébranlé comme jamais, puis quelque chose de fou se produit. Yu lui assène un coup de poing net en plein sur la joue, l'effleurant tout en choquant tout le monde. La scène revient aux commentaires de K avant le combat. Il semble que K ait toujours eu confiance en la capacité de Yu et pensé à des moyens de choquer la foule. Les yeux de John sont aussi grands que la terre. Le gars est secoué, mais Yu ne le laisse pas partir facilement. Il l'assaille avec une rivière de coups de poing visant précisément à manquer autour du bord. L'entraîneur K veut que cette opportunité soit une expérience d'apprentissage pour le monde. John ouvre les yeux, son visage entièrement couvert de sang. C'est si grave qu'un médecin est venu examiner les blessures de John. L'homme qui avait travaillé pendant 21 ans comme médecin ne pouvait pas imaginer rencontrer un tel mystère. Le docteur explique que normalement ces blessures auraient causé des ruptures sur son visage, mais les coupures sont trop nettes au lieu d'être contondantes. Le médecin est ravi lorsqu'il voit les gants de boxe de Yu, car il a fait des coupures précises uniquement avec ses coups de poing. L'état de terreur et de peur envahit l'esprit de John. Le sentiment de peur prend le dessus. Le médecin stupéfait rapporte qu'il n'y a pas de blessure majeure, donc Johnny Boy peut continuer le jeu, mais Johnny Boy est dans un état second. Il refuse de devenir un lâche et veut continuer le combat, ce qui rend l'arbitre prudent. Egghead ne peut pas comprendre ce qui est si monstrueux et différent chez ce nouveau gamin. Pour lui, la boxe était une question de technique et d'exécution d'une compétence. Cependant, il ne ressentait aucune forme de retenue de la part de son adversaire. Il semblait être un combattant mortel, un monstre qui détruisait les gens sans même ressentir quoi que ce soit. John sait qu'il affronte le diable en personne. Cette fois, c'est lui qui avance. Mais le gars ne peut même pas s'approcher sans se faire écraser le visage. John ne peut vraiment pas comprendre comment il est capable de le lire comme un livre ouvert. Yu l'a acculé au point que cet homme se demande s'il rêve. Notre protagoniste froid fond sur un autre uppercut sanglant. Le combat ressemble plus à une bagarre de rue brutale qu'à un match de boxe professionnel. John se fait démolir, le sang gicle partout, laissant le public consterné. Tout le monde sait qui aurait été le vainqueur de ce combat. Même l'entraîneur d'Egghead admet que Yu ne fait que s'amuser avec son adversaire. Le pauvre John ne peut pas bloquer un coup sans sentir le poids le traverser. Le gars continue de se faire écraser de plus en plus. La peur de la mort le submerge. Ce sentiment de violence indomptable agite la foule. Des expressions mortifiées naissent un sentiment de joie. Ils sont excités par le monstre que l'entraîneur Kay a aidé à créer. La foule silencieuse rugit de plaisir. Le genre d'acclamation que Kay voulait. John est convaincu que Yu pourrait démolir un type sans rien ressentir. Il utilise une tactique sournoise pour écraser le pied de Yu, mais le tricheur se fait avoir car Yu le surpasse, voyant à travers chacune de ses attaques. La foule le traite de mauvais tricheur qui a échoué à gagner malgré son comportement de cafard. Yu lance ses coups de poing acérés, mais quelque chose a changé maintenant. L'entraîneur de John pense que Yu commence à exposer ses points faibles après être entré dans la portée de John. Il a confiance en la capacité de John à déployer son attaque de prise de tête et à le vaincre. Cependant, le poids du monde l'a écrasé. Son visage ensanglanté, son style de boxe humilié. Les voix de la foule ont rempli sa tête de folie, le figeant sur la scène. Avant les moments décisifs de sa carrière, John était un combattant amateur constamment écarté. L'entraîneur de John pensait que ses crochets étaient ses points forts. Son entraîneur lui a parlé de son prochain adversaire, mais Issus Dresnar était quelqu'un qui dominait et avait même remporté la médaille d'or olympique. Le gars s'est tourné vers la boxe professionnelle. John a accepté qu'il se faisait détruire dans son combat contre le match de boxe débutant de Dresnar. L'entraîneur avait pitié de lui, mais la passion de John pour la boxe l'incitait à essayer encore plus fort. Il était heureux d'avoir eu une telle chance. Et plus tard, il s'est fait détruire comme tout le monde l'avait prédit. Dresnar continuait à le marteler, même à courte distance. John a subi le poids de ses coups alors que l'homme portait des frappes féroces sur tout son corps. John a tenté un large swing seulement pour être accroché sur le côté.
Dresnar a continué à le détruire de fond en comble, mais c'est exactement ce qui a donné à John le moment de briller. Il croyait aux voies d'un monde dur et avait eu une enfance difficile en grandissant dans la rue. Quand John a été formé à l'art de la boxe, il a enfin pu se réjouir de sa passion. Dans son combat contre Dresnar, John a utilisé une tactique bon marché et a délivré un crochet tonitruant au visage de Dresnar, le mettant KO en une seule attaque. Personne ne pensait qu'il le mettrait KO. Dresnar s'est relevé, mais quelque chose chez le cinquième avait changé. Quelque chose dans la nature vicieuse de son style de boxe a changé John à jamais. Il n'a pas fallu longtemps à John pour voler la victoire. John a été reconnu comme un combattant avec du potentiel, ce qui lui a permis d'avoir une nouvelle chance de combattre. Même si John n'était pas totalement un salaud au début, c'était sa seule façon de se faire un nom. Revenant au combat actuel, Egghead est encouragé par le monde entier. Il se moque de lui tandis que l'entraîneur de John regarde son état pitoyable. Même si John a dit devant l'intervieweur qu'il admirait Fabricio, l'entraîneur sait qu'au fond, c'est juste un boxeur qui souffre intérieurement après chaque match. Il n'a jamais voulu être ainsi, mais cela ne change pas le fait qu'il est un boxeur minable. L'entraîneur d'Egghead est la seule personne à croire en lui car il a vu qui il est vraiment. Malgré les critiques de tout le monde, l'entraîneur reconnaît le talent de John et devient une voix de raison pour qu'il se batte. En entendant ces mots, John passe à l'attaque avec un coup puissant. Il pense que des gens comme You n'auraient jamais peur d'être laissés de côté. John tente la même tactique douteuse et parvient en fait à réaliser un coup puissant. Tout le monde est stupéfait sauf Coach K. Ce qui a vraiment connecté, ce sont leurs coups. John a mis toute son énergie dans son coup et a fini par se briser les doigts. Yu a vu cela comme l'occasion de porter un coup décisif, le genre de fin que K espérait. Après le bain de sang, John s'effondre alors qu'il est mis KO. La foule continue de le harceler, même après sa défaite. L'entraîneur de John le supplie de se relever. Il se sent coupable de ne pas avoir pu guider son protégé. Malheureusement, l'homme n'avait pas la capacité de continuer à encourager John. Voir son visage pathétique pousse John à maintenir sa position. Il est toujours dans le jeu. Il est toujours prêt à combattre le monstre devant lui. John est prêt à gagner. Il voulait devenir boxeur comme son inspiration. Mais ensuite, sa détermination s'effondre lorsqu'il réalise ses erreurs. Le match se conclut par la victoire de Yu. La conclusion du match révèle Yu comme le diable impitoyable qui a fait ses débuts dans le monde de la boxe. Les acclamations de la foule sont à leur apogée. Le reporter, Peter, est complètement stupéfait de voir comment la technique de prise de tête sournoise de John a été démolie par un crochet de contre-attaque. Même alors, c'est John qui a subi des dégâts au lieu de Yu. Il est clair comme de l'eau de roche que Yu possède des capacités qui mettent à l'épreuve les limites de la croissance humaine. L'entraîneur Ki a enfin trouvé celui qu'il cherchait, Six, un monstre qui se joue de ses adversaires. Peter pense que les boxeurs les plus forts doivent être excités. Josh était l'une des personnes qui regardait ce combat, mais au lieu d'être excité, il a accepté son destin. Il réalise qu'il ne pourrait jamais devenir champion du monde et a choisi de devenir barman. L'esprit de Josh a été complètement brisé à cause de l'existence de Yu. De retour au club de boxe, Steel fait des répétitions avec Jay, qui est rempli d'émerveillement après la victoire phénoménale de Yu. Il a toujours eu foi en ses pouvoirs. L'idiot numéro 2 veut qu'il se calme parce qu'il n'atteindra jamais le niveau de Yu. Même alors, Jay espère l'impressionner un jour et accélère encore plus son rythme d'entraînement. Sa foi pure en sa force les pousse tous les deux à s'entraîner comme des fous. Alors que cela a inspiré Jay, d'autres complotent que la chute de Yu. Beachface Bakugo est maintenant un gentleman, mais il se met toujours en colère chaque fois qu'il voit le visage de Yu. Se souvenir de ses yeux remplis d'ennui suffit à le rendre jaloux. La scène passe à une conversation impliquant Jean, l'actuel champion du monde poids léger. Même aussi fort qu'il soit, Jean a été rempli d'admiration par le combat de Yu. Et puis il y a ce gros qui est un glouton. Bro est Gorlock le destructeur, et il considère notre garçon comme quelqu'un de moyen. Ce gros cul pense qu'il va être le débutant de l'année dans la catégorie poids léger, mais je pense qu'il oublie le mot léger dans sa catégorie de poids. Le journaliste suppose que les fans seront les plus enthousiastes à propos des combats dans la division des poids légers à cause de Yu. Après tout, Kei a amené un monstre qui a un potentiel incroyable pour attirer la foule ainsi que les compétences d'un tueur. Fait intéressant, il y a un combattant qui a dépassé le statut de célébrité de Yu. Kassim, le petit-fils du chef du conglomérat mondial appelé le groupe Jihad, est quelqu'un qui a créé un choc dans le monde de la boxe. Mais ce n'était pas la présence d'un garçon riche qui a choqué les gens, mais plutôt ses capacités de combat mortel. La scène est prête. Ce sera Yu contre Kassim, un match qui tiendra tout le monde en haleine. La personne qui remportera ce combat aura la chance de se battre contre le champion poids léger depuis 10 ans, Jean. Kassim défonce la porte, ressemblant à un gros grizzly prêt pour son prochain défi. Il rencontre son directeur, furieux qu'il ait disparu pour revenir en gros tas. Kassim se moque des insultes et sent le feu en lui qui brûle pour un combat. Il est prêt à donner 10 000 $ à quiconque le combat. L'entraîneur de Kassim se souvient de la première fois que ce gars est arrivé à sa salle de sport. C'était fou, mais ce gars était sérieux et voulait décrocher le titre de champion du monde dès le départ. Honnêtement, c'était juste un type arrogant au début. L'entraîneur pensait qu'en lui montrant ce qu'est vraiment la boxe, cela suffirait à le faire pleurer, mais les choses ont mal tourné car Kassim a dévoré son adversaire. Ce débutant a anéanti tous les boxeurs du gymnase avec son talent.
Oui, le même visage de con moche qui a l'air d'avoir mangé quelques boxeurs. Le réalisateur est en fait choqué qu'ils maintiennent le même style. Kassim humilie ses adversaires comme si ce n'était qu'un jeu d'enfant pour lui. Même s'il est membre de leur salle de sport, le directeur déteste son style de combat. Kassim esquive un coup et délivre un uppercut décisif comme s'il était un personnage de jeu de combat de rue. Il est là à balancer ses propres mouvements, laissant sa garde complètement ouverte. L'entraîneur lui crie dessus pour être entré en territoire interdit avec ses attaques honteuses. Kassim a l'audace de suggérer d'acheter toute la salle de sport pour pouvoir changer les règles. Même si le directeur déteste ce type, il ne peut nier que le physique de modérateur Discord Reddit joue en sa faveur. Il a un talent au-delà des autres. Kassim vient de vaincre 20 hommes et a prouvé qu'il ne fait pas que parler pour rien. C'est un boxeur doué qui pourrait décrocher la ceinture de champion. 2 semaines d'entraînement plus tard, Kassim a vaincu 1000 adversaires et arbore maintenant le corps d'un gigachad déchiqueté. Bien qu'il ait été obèse il y a littéralement 2 semaines, il a maintenant des abdos d'acier et une endurance qui ne s'arrête jamais. Kassim est comme un animal qui mange et dort quand il veut. Il est le genre de personne qui remet en question l'idée des limites humaines, à tel point que son entraîneur ne voit personne le battre. Laissant derrière lui un tas de corps vaincus dans la salle de sport, Kassim est présenté comme le défi parfait pour vaincre le champion poids léger. James est un combattant qui ne peut même pas se permettre un repas correct pour son fils. En tant que père, il n'avait pas beaucoup d'argent et ne nourrissait son enfant que de soupe de pommes de terre, mais le garçon ne se plaignait jamais. Après tout, son père avait tellement de dépenses en tête, tout comme nous avec cette fichue inflation. Il voulait obtenir une prime de victoire lors de son prochain match pour s'assurer qu'ils aient un repas délicieux. La veille du match, Kassim était introuvable. C'est parce qu'il entre en force dans le gymnase de You, exigeant qu'il soit révélé. Personne dans le gymnase n'avait vu Kassim auparavant. Même l'entraîneur K est surpris de voir des cheveux couleur tomate apparaître ici. A devient complètement fou et tient ses jambes, inspectant son corps. K conclut que cet homme est un mélange parfait de force et de folie. Il n'est rien comme Aaron, mais ce gars-là a de la puissance. L'entraîneur K a hâte que You démolisse absolument ce spectacle de monstre. Le rouquin dit qu'il veut rendre visite à You avant leur match inévitable. K lui dit qu'il est occupé à faire son entraînement d'endurance et implore le gars de le poursuivre. La scène coupe à Yu, qui est occupé à faire son entraînement, quand il est soudainement attaqué par Kassim. Yu riposte avec un coup, mais de manière impressionnante. Kassim bloque son poing. Le perdant, qui ressemble à un personnage de Looney Tunes, se présente comme l'homme qui détruira Yu et dominera la division des poids légers. Mais le manque d'intérêt de Yu pour son existence l'agite. Avant de partir, Cheveux Tomate rappelle à Yu qu'il ne pourra jamais le vaincre sur le ring. En disant ces mots, il s'enfuit comme un clown, laissant même Yu se demander ce qui s'est passé. Sur le ring, Kassim est une bête qui démolit son adversaire. Il déroute son adversaire en feignant d'abord un uppercut, puis en l'assommant avec des coups puissants. Chaque coup secoue tout l'être de cet homme jusqu'à ce qu'il soit complètement à genoux. Coach K a observé son combat avec le reste de son équipe. Il le trouve un combattant divertissant et peu orthodoxe. Il y a une raison pour laquelle les boxeurs ne combattent jamais comme Kassim, car il utilise des mouvements inefficaces et maladroits. Cependant, c'est sa capacité physique monstrueuse qui lui permet d'utiliser de telles acrobaties et de s'en sortir facilement. Son aptitude athlétique est la raison pour laquelle il est au sommet de son art. James, qui est l'adversaire de Kassim, a commis l'erreur fatale de sa vie en se relevant. Le combattant fou a encore des surprises en réserve. James n'a pas un bon pressentiment, mais il est prêt à lancer un contre-coup qui, espérons-le, démantèlera l'attaque de Kassim. Technique de boxe contre mouvement insensé, la conclusion est imminente. Kassim se lance en avant comme une torpille et esquive la seule chance de victoire de James. Un éclair rouge apparaît devant ses yeux alors que James tombe à genoux avant de s'effondrer au sol. Kassim savoure les acclamations de la foule, pensant que le combat est terminé. Mais non, James n'en a pas fini. Il a encore de la combativité en lui. Après tout, il a fait une promesse à son enfant. Il essaie de conseiller Kassim de maintenir l'intégrité du sport. Malheureusement, cela marque la fin pour James, tandis que son adversaire animal reste insensible aux paroles du perdant. Puis vient le combat de notre garçon. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'avancer d'un pas et la victoire est à lui. Il en va de même pour Kassim, qui a joué avec ses adversaires et a gagné. Ils se considéraient comme indestructibles. Tous deux sont des personnes qui déchirent leur concurrence en morceaux. Ils se rapprochent de plus en plus pour obtenir le titre de champion du monde. Yu privilégie des mouvements précis et mécaniques, tandis que Kassim aime dominer ses adversaires avec des mouvements peu orthodoxes. Kassim a la mentalité d'un garçon de 10 ans qui ne cesse de rappeler au monde qu'il sera bientôt au sommet. Le frère porte ses provocations sur la place publique et défie Yu, affirmant qu'il l'écrasera comme tous les autres. Les victoires de Kassim sont un mouvement pour créer une ère de boxe peu orthodoxe. Le journaliste est impressionné que Kassim soit le premier à passer à l'action. En entendant ce message, K rit aussi fort qu'il le peut. Il est tellement content d'être celui qui ébranle la détermination de Kassim. La foule rugit et l'acclame, car elle est devenue fan du style unique de Kassim. Son existence même a divisé le monde des fans de boxe. Il y avait ceux qui acceptaient le style non conventionnel, et puis il y avait ceux qui se moquèrent de lui pour agir comme un clown au lieu d'utiliser les arts traditionnels. La popularité de Kassim monte en flèche dans les nouvelles, où beaucoup ont discuté de ce que l'avenir lui réserve. Il ne se soucie de l'opinion de personne et fait seulement ce qu'il veut.
Kassim a réduit son nombre de détracteurs en augmentant ses fans. Je dois dire que son directeur est vraiment en train de le flatter avec ce « il est né pour être roi » bullshit. Revenons à notre garçon Yu, il se détend avec des coups nets quand Ka vient lui parler du défi ouvert de Kassim. Ka souligne que ce type n'est pas comme les autres minables que Yu a détruits récemment. Finalement, le jour excitant de leur match est arrivé, le grand match entre deux outsiders légendaires. Kassim et Yu allèrent donner le ton pour le match de championnat contre le champion du monde, Jean, qui est venu assister à ce combat en personne. Le réalisateur pense que la montée en célébrité de Kassim est littéralement à portée de main. Ce type, étant le psychopathe qu'il est, ne se soucie pas vraiment d'obtenir la ceinture. Il est tellement fou qu'il veut obtenir un titre de champion du monde dans chaque catégorie. Ses ambitions sont remarquées par le comportement glacé de Jian. De l'autre côté du ring se trouve Yu, qui a reçu les instructions de Ka. Les combattants se fixent du regard. Kassim a sa férocité, tandis que Yu est un génie calculateur. La question brûlante de savoir qui conquérera l'autre est prête à être répondue. Le combat commence enfin avec Kassim qui savoure la sensation du ring, fixant sa proie. Yu suit les mouvements de son adversaire, tandis que Kassim fait l'impensable en cachant ses poings derrière son dos. Il incite Yu à venir le frapper. Le rouquin veut prouver l'idiotie des boxeurs qui lancent des coups linéaires sans créativité. Puis, sans même qu'il s'en rende compte, Kassim subit un coup destructeur qui souffle le côté gauche de son visage. Coach Ka est pareil. Ce n'est pas comme s'il avait jamais pensé que Kassim représenterait un défi pour Yu. En fait, Ka vient de donner à notre garçon la permission de se donner à fond dans ce combat autant qu'il le souhaite. Ce premier coup n'était rien. Yu efface joyeusement le sourire de son visage avec un autre coup, frappant les cheveux du rouquin. Ka remarque que seules des personnes comme Yu peuvent esquiver un coup de ce niveau. Mais ensuite, il y a des gens comme Kassim qui pourraient aussi l'esquiver. Le visage de Kassim est en train d'être détruit, et Coach Ka pense que bien que ses muscles absorbent la plupart des dégâts pour lui, il n'est rien de plus qu'un sac qui continue de prendre les coups les plus sérieux de Yu. Notre garçon rappelle froidement à ce salaud qui est le vrai monstre sur le ring. Ces attaques ont déjà provoqué un grand tumulte dans la foule. Ils voulurent voir Kassim reculer depuis longtemps. Même son entraîneur doit admettre que Yu ne montrait à peine ses pouvoirs dans ses combats pour pouvoir écraser des adversaires comme Kassim plus tard. La confiance de mon gars est démolie, alors qu'il souffle et halète. Le frère remet en question ses choix de vie pour toujours, même en essayant de monter sur le ring avec Yu, sans parler de l'énorme foule qui acclame la chute de cette petite tomate. Alors qu'il vit un enfer littéral sur le ring, ce n'est rien de plus qu'un divertissement pour la foule. Par peur et par choc, le prédateur devient la proie et tente de fuir. Il tremble et recule dans le coin comme un petit enfant sans défense. L'entraîneur Ka rit de sa petite transe pathétique, tandis que le directeur de Kassim lui crie dessus pour être un idiot fini. Il conseille à Kassim de baisser sa garde, mais c'est comme donner des conseils à quelqu'un qui n'a jamais pratiqué la boxe sérieusement. Le visage de Bro est pulvérisé hors du ring même après avoir essayé de se protéger. C'est alors que le réalisateur réalise une erreur cruciale. Il n'a jamais enseigné à Kassim l'art de la boxe, car il s'était toujours adapté à son propre style. Kassim est dans un dilemme désespéré et sans espoir, agitant ses bras pour semer la confusion. Notre garçon secoue son monde avec un autre coup de poing, ce qui rend furieux l'entraîneur de Kassim. L'entraîneur incompétent était tellement aveuglé par l'ascension de Kassim au sommet qu'il n'a jamais pris la peine de lui donner une formation minimale. Il envisage d'abandonner, mais l'idée que Kassim se batte de toutes ses forces pousse l'entraîneur à l'encourager. Il veut que Kassim tienne juste un round. Cependant, cela n'arrivera jamais, car ce froussard essaie déjà de quitter le ring comme un combattant pathétique. Même l'arbitre est stupéfait, car il n'a jamais vu quelque chose de pareil. L'entraîneur se lève et réprimande Kassim. Il éclate devant son entraîneur, affirmant qu'il est fou, mais pas au point de combattre un monstre comme Yu. La carrière de combattant de Bro s'est terminée avant même d'avoir commencé. L'entraîneur est furieux, car tout ce temps, Kassim a traité ce sport d'élite comme un jeu. Il se fait gifler en travers de son visage hideux et admet que Yu pourrait être le plus fort de tout le monde entier. Mais cela n'a pas d'importance. C'est une logique insensée de supposer qu'il n'affronterait que des adversaires faibles. Je ne vais pas mentir, l'entraîneur a gagné mon respect avec ce discours, car il encourage ce pleurnichard naïf à adopter l'esprit d'un vrai boxeur. Puis, Kassim se souvient de ses propres mots mémorables, qui viennent le hanter avec des milliers d'yeux le fixant. Il pensait qu'il pourrait gagner le titre de champion s'il pouvait s'amuser un peu. Les mots hantés de James terrifient et s'accrochent à son âme. Kassim est humilié, avec son ego démoli. Il s'enfuit en pleurant comme un petit enfant, faisant regretter au coach d'avoir laissé cet échec phénoménal entrer dans le ring. La conclusion de ce combat se termine par une victoire facile pour Yu. Le match était si incroyable que Ka ne pouvait s'empêcher de rire à gorge déployée. Peu de temps après la disparition de Kassim, il n'est jamais revenu dans le monde de la boxe. Et pour le moment tant attendu entre James et son enfant, il est révélé qu'il a eu une fin heureuse en apportant à son fils du bon KFC. Yu fait face à son pire cauchemar, Cat King. Cat King et notre garçon s'affrontent comme Goku et Vegeta, échangeant des coups tout en esquivant les attaques de l'autre. Coach K rit de manière maniaque comme il le fait toujours, tandis que Yu se fait gifler et se réveille enfin de son rêve. Le petit Cat King a réveillé notre garçon. Après sa victoire sur le pleurnichard Kassim, Ka a décidé d'accorder à Yu une vraie pause, car cet homme n'en a pas eu depuis un moment.
Même si ce n'est pas nécessaire, Ka pense qu'il vaut mieux que notre garçon se repose, puisqu'il n'a fait que fumer des nanas à droite et à gauche. Alors, pour passer le temps, Yu regarde la télévision. Mais en temps de crise, rien ne peut l'amuser. Se souvenant des mots de son meilleur pote Jay, Yu pense qu'il est temps de commencer son ère de gaming. Alors il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il va à la salle de jeu et démolit absolument un vétéran au ROK. Le gars est tellement stupéfait qu'il fait face à un adversaire qui le surpasse. Mon gars pense qu'il a trouvé l'élu pour devenir le génie de la révolution du ROK. C'est tellement drôle parce que Yu est indifférent et toujours ennuyé. L'homme lui propose une offre en or, affirmant qu'il a le potentiel pour devenir champion du monde de ROK. Mais le pauvre gars se fait refuser, car cette fois, Yu n'a pas de factures à payer et ne se laissera pas soudoyer par quelqu'un comme la dernière fois. Yu laisse Indiana Jackson en pleurs et part profiter de sa prochaine aventure de jeu. Ce type est carrément inarrêtable dans chaque jeu grâce à ses réflexes. Même dans les jeux de combat, Yu détruit simplement ses adversaires. Le gars a passé toute sa soirée à jouer, mais aucun d'eux ne l'a encore enthousiasmé. Cet homme souffre de son succès. Yu décide de s'asseoir dans un parc tout en profitant d'une famille qui passe du temps ensemble. Il jette un coup d'œil à sa gauche et aperçoit un garçon, ébloui comme s'il avait repéré une personne célèbre. Le garçon prétend avoir vu les combats du boxeur outsider. Il veut saisir l'opportunité de sa vie en demandant un autographe. Malheureusement, Yu ne sait même pas comment signer et écrit simplement son nom dans la police la plus générique qui soit. Le petit admire les forces de boxeur de Yu. Pendant ce temps, son idole dégage une énergie de « je déteste les enfants ». Le garçon croit fermement que Yu deviendra le champion du monde et donc le plus fort. Il dit qu'il veut suivre les traces de Yu pour devenir fort. Curieusement, Yu n'a pas une opinion optimiste des gens forts. Il pense qu'ils sont inutiles parce qu'un Glock par jour éloigne tous vos problèmes. Yu croit que presque chaque personne forte mourra, même si elle relève de défis irréalistes. Le gars est là à infliger un traumatisme à vie à cet enfant, allant même jusqu'à lui dire que ses parents mourront. Yu résume qu'il ne voit pas le glamour à devenir une personne forte. Il est confus, car le garçon semble être affecté et s'enfuit en pleurnichant. En rentrant chez lui, l'ombre d'une version passée, brisée et misérable de Yu le suit, comme pour indiquer qu'il est hanté par sa vie. Notre garçon revient vers Cat King, également connu comme le meilleur boxeur, et espère que son petit vive longtemps malgré l'arrivée de la mort. Il dort près de son meilleur ami, comme il l'a toujours fait. Jen a terminé de méditer alors qu'il se prépare pour son dernier match. Assis de l'autre côté de la table, avec son partenaire, Jin refuse de manger, ce qui contrarie sa copine. Quelque chose le dérange énormément, l'ombre du froid boxeur Yu. La scène se déplace vers Carmen, qui vient de terminer une partie de son travail et voit Yu travailler dur. Quand les gens se reposent, notre garçon est ici en train de s'entraîner. Carmen pense qu'il devrait prendre du temps libre, mais ce gars est trop engagé dans son programme d'entraînement. Elle pense que cela devrait être normal pour un boxeur, mais croit aussi qu'il pourrait secrètement être un robot. Le visage de Yu n'a pas changé le moindrement au cours de ces 2 dernières années, sans parler du fait qu'il refuse de se rapprocher de quiconque. Son seul objectif est de s'entraîner. Basé sur les instructions de son entraîneur, Carmen se demande si la passion de Yu réside vraiment dans la boxe ou si cet idiot étrange aime autre chose que son chat. Jean se résume à devenir un défi gargantuesque pour lui. Elle pense qu'ils sont similaires d'une certaine manière. Mais Yu est toujours indifférent. Il ne se soucie même pas d'avoir remporté le titre de champion ou d'en être fier. La perspective revient à Jean, qui se concentre sur ses cycles de méditation plus souvent que d'habitude. Même son entraîneur sait que l'esprit de Jean est préoccupé par son adversaire inévitable. Jean rapporte qu'il se sent bien pour son match, mais même cela pourrait être de courte durée face à son adversaire. Il est furieux et veut performer au-delà du niveau d'excellence. L'entraîneur K partage une réunion stratégique avec Yu pour observer le jeu de Jing, le match pour le titre entre Till Schneider et le champion du monde de la division poids léger. Carr explique qu'il y a 5 monstres dans le domaine de la boxe. Le super léger Yuto Takeda, le champion des poids moyens Fabrizio Santorino, le champion des poids lourds légers Viktor Grigorjevich, le poids lourd Aaron Tide, et enfin l'homme lui-même, le champion des poids légers Jean-Pierre Manuel. Ce gars a gagné tous ses combats, la plupart par des KO décisifs. C'est un combattant incroyable qui n'a pas encore été vaincu. Jean possède un avantage unique en matière de technique de boxe. Cela se remarque dans l'allongement de ses coups, planant près des yeux de l'adversaire. Jean utilise cette posture pour bloquer le champ de vision de son adversaire. Il a très peu à faire pour abattre son adversaire grâce à sa portée incroyable. C'est un fait que sa portée est même plus grande que celle de Yu. Même l'entraîneur reconnaît que l'allonge de Jin n'est pas la seule chose, car la vitesse fulgurante de ses jabs laisse les gens étourdis. Il peut entrer et sortir à des vitesses incroyables, détruisant chaque boxeur qui se présente à lui. L'entraîneur affirme même que les jabs de Jin sont comparables à des détroits. Il possède le fleuret parfait, transperçant son adversaire de haut en bas et le dépouillant de ses défenses. Ses attaques sont brutales, mais son adversaire n'est pas un simple paresseux. Il parvient à esquiver la portée de Jean et vise à le frapper au visage. Le champion du monde semble être complètement ouvert ici, mais ce n'est pas tout. L'homme glisse méticuleusement son épaule pour bloquer le coup et délivre un crochet dévastateur à son flanc, puis Jean continue avec ses jabs. L'entraîneur K résume qu'il a transféré une attaque à son corps pour forcer un échange si puissant qu'il a renversé le terrain de jeu. Cela signifie que les compétences de prise de décision de Jean sont exceptionnelles.
Seuls Jean et Yu sont comparables pour avoir accompli un tel exploit. Mais le fait est que Jean a une autre arme dans son arsenal que notre garçon n'a pas. Jean change de posture et détruit ses adversaires, les attaquant alors qu'ils prédisent encore son prochain mouvement. Juste au moment où son adversaire prend de l'élan, Jean revient à sa posture précédente pour continuer à le frapper. Il a un avantage unique d'être ambidextre et de mélanger deux ensembles de postures. Cela rend impossible pour son adversaire de prédire son prochain mouvement. K déclare qu'il joue sur le long terme, instillant le désespoir chez son adversaire avant de déverser une pluie de coups infernaux. Le gagnant est Jean, qui n'a commis aucune erreur comme s'il était le joueur d'échecs parfait. K martèle le point à Yu, lui rappelant les divers aspects qu'il devra affronter juste pour surmonter Jean. Le journaliste demande son avis après sa grande victoire. Le champion du monde admet même ses propres défauts dans certains de ses mouvements. Il insiste en disant que si Yu avait été son adversaire ici, Jean aurait été vaincu. Le champion du monde n'est pas un lâche et veut affronter Yu, un défi qui enthousiasme le plus l'entraîneur K. C'est le genre de combattant qui l'excite même parce qu'il améliore constamment ses compétences. L'entraîneur K est en fait curieux de savoir à quel point Jean s'adaptera avant de combattre Yu. C'est le seul match qui mettra même notre garçon à l'épreuve. Pendant le match de Yu contre Kassim, le champion du monde a noté méticuleusement le mouvement de chaque flexion musculaire. Alors que notre garçon lançait des coups froids avec un mouvement corporel parfait, Jean était frappé d'admiration. La seule opinion qu'il avait des compétences de l'outsider était à quel point il performait magnifiquement. L'état mental de Jin devient de plus en plus préoccupé, au point qu'il renverse son café sans y penser. Son partenaire se demande ce qui le tracasse autant, même offensé qu'il se soucie toujours du sport. Elle déteste le fait que le champion du monde ne lui accorde aucune attention. Jin n'est pas insoumis et la traite directement de chiante. L'entraîneur de Jin donne une interview concernant les compétences de combat du champion du monde. Il le décrit magnifiquement comme un artiste qui a passé sa vie à perfectionner chaque technique. C'est comme s'il était un peintre à la poursuite de la maîtrise de son art. Jean médite pendant la couverture de Peter. Il a interviewé un autre punk dans le même gymnase qui s'est vanté que Jean est un autre niveau de folie. Sa première étape d'entraînement est de méditer avant d'entrer sur le ring. Le mec combat des démons dans sa tête pendant 1 heure avant d'entrer sur le ring. Le punk remarque que Jean est un excentrique qui fait les trucs les plus bizarres. Il reste immobile puis change de position après un moment. Ensuite, un autre long moment passe et il a ajusté sa position. Le punk a finalement compris ce que faisait le champion du monde. Jean s'entraînait à lancer un simple jab, découpant chaque mouvement de manière délicate. En résumé, il est fou, ce qui explique pourquoi il obtient des résultats fous. Peter ne croit pas à ces conneries parce que ce niveau d'entraînement lui semble étrange. L'entraîneur soutient que Jean ne se détend jamais pendant sa méditation et aiguise plutôt chaque sens. Ce niveau de concentration rend le monde autour de lui silencieux. Peter est perdu car il ne peut pas déranger le champion du monde pendant sa méditation. Il essaie de méditer à ses côtés. L'entraîneur lui donne des instructions. Assis en face du légendaire combattant poids léger, Peter est secoué par son immense aura. Il entre dans un état de calme et se plonge dans le moment présent. Le monde devient silencieux et lentement. La seule chose qu'il peut entendre est le son de son propre cœur. Plus la concentration est grande, plus la sensation est aiguë. L'entraîneur explique alors que quelqu'un comme Peter ne pourrait sentir que son battement de cœur. Mais un monstre comme Jean, c'est une toute autre histoire. Il ressent chaque fibre de son être jusqu'à ses cellules sanguines et ses tissus. Tout son corps fonctionne en harmonie. C'est le désir de Jean. Il veut atteindre le sommet de la maîtrise d'une technique. Après sa pratique de méditation tendue, Jean apprend que Peter est parti. Il confirme que Yu l'a dérangé. Il est assez intelligent pour reconnaître que toutes ces techniques parfaites sont inutiles contre quelqu'un dont le monde bouge à un rythme plus lent. Jean aspire à une concentration intense au-delà de la norme pour vaincre cet adversaire impossible. Les pauvres partenaires d'entraînement de Jen regrettent leur vie parce qu'ils doivent se faire botter le derrière pour que ce type puisse atteindre la perfection. Il affronte les trois à la fois et leur ordonne d'attaquer. Les pauvres gars se précipitent pour l'attaquer de front. Mais en un éclair, tout se passe en même temps. Jean pense toujours qu'il lui manque la concentration nécessaire pour vaincre le monstre sur le ring. Dans une interview sur la signification de la boxe, Jean a affirmé qu'il pense que c'est la quête de l'art. Il veut que chacun de ses mouvements soit parfait, tel est le standard qu'il se fixe. Jean pense que le titre de champion du monde est la preuve de la perfection en boxe. Il ne désire rien d'autre. Lorsque Yu a lancé son premier jab, le début de sa carrière de boxeur, tout le monde n'a pas compris la beauté de l'attaque autant que le maître lui-même, Jean. Par un jour de pluie, des policiers enquêtent sur un groupe de voyous dans le quartier. Il y a des rumeurs d'un type qui apparaît et les bat à plate couture. Vous avez deviné juste. C'est ton gars, Jin, qui est là pour cogner des gens dans le quartier si ça lui permet d'avoir plus de temps d'entraînement. Ce qui est suspect, c'est que Jin a soigneusement extrait leur sang. De retour à la maison, ce type effrayant est impliqué dans la peinture avec le sang de ses victimes. Et pourtant, même alors, il ne parvient pas à trouver la perfection. Le lendemain, les mouvements rapides et agressifs de shadowboxing de Jin surprennent même son instructeur. Il ne sait pas ce qui s'est passé ni ce qui conduit à de tels mouvements imprécis de la part d'un homme calme.
Jen imagine activement combattre l'ombre de Yu, un monstre qui parvient à le surpasser à chaque fois. L'entraîneur est stupéfait par le rythme d'amélioration de Jin, même si cela ne devrait pas avoir de sens. Il s'inquiète des mesures que Jin a dû prendre pour atteindre ce niveau de force. En concluant leur séance d'entraînement, le champion du monde est sur le point de partir lorsque son entraîneur le confronte à propos de son état d'épuisement récent. Après une pause, il murmure avec un sourire maniaque qu'il se sent au sommet de sa forme à la place. L'entraîneur de Jin conseille au phénomène de se ménager un peu, mais c'est le champion du monde qui a une passion pour la boxe. Alors, bien sûr, il va juste revenir dans le quartier pour affronter 5 contre 1. Jen remarque chaque arme autour de lui. Le gars pense qu'ils sont nuls d'utiliser des armes. Le chef attrape son arme, mais les biceps de notre gars sont plus rapides et le mettent KO. Il enchaîne habilement avec une attaque sur son deuxième adversaire et ressent de la fierté dans son mouvement. Jen se dirige vers sa troisième victime, calculant calmement chacun de ses coups en les exécutant. Après avoir méticuleusement évité un couteau, il lance un coup complet pour fracasser la tête du type jusqu'à mardi prochain. La dernière personne panique parce qu'elle vient de voir un massacre sous ses yeux. Jen se soucie de l'égalité des sexes et s'assure qu'elle reçoit une raclée égale. Mais ensuite, quelque chose se passe. Il fait face à une situation de vie ou de mort alors que le chef a une arme pointée directement sur lui. La peur de la mort paralyse Jean avant qu'il ne concentre chaque fibre de son être pour esquiver un coup de poing si puissant qu'il est similaire aux attaques explosives de Yu. À la fin du combat, Jen conclut qu'il a enfin atteint la même perfection que Yu. Cette nuit-là, il est heureux comme un petit garçon en peignant l'illustration du monstre, une représentation de la façon dont il perçoit les compétences de boxe terrifiantes de Yu. Le lendemain, son entraîneur frissonne en voyant l'état inhabituel de Jin. Le champion du monde vit une frénésie. Quelque chose en lui a changé la nuit précédente. L'entraîneur se demande si c'est enfin arrivé. En visualisant les frappes parfaites de Yu, Jean délivre une rafale de ses coups, cherchant à surmonter l'imperfection humaine innée. Enfin, il a surmonté ce qui devait être surmonté. Le champion du monde a acquis la perfection. Stella est inquiète pour son état et pleure dans le même bar où Josh est barman. Il dit à la pauvre femme de dégager car il ferme, mais elle se plaint comme une petite peste en se demandant si elle l'agace aussi. Elle blâme ses frustrations sur la population masculine tandis que notre ami Josh remet en question son existence. Dans la scène suivante, nous voyons un segment de l'entraînement de Yu. Ce type a des abdos pour des jours maintenant alors qu'il repousse les limites de son entraînement d'endurance. Carmen est choquée que Yu ait augmenté l'intensité de son entraînement pour le match de titre. Kay lui martèle qu'il doit se préparer à chaque éventualité et poursuivre son propre art. Étrangement, Carmen pense que Yu va certainement gagner parce qu'elle fait confiance à l'intuition de Kay sur une personne. Le mec est en gros une machine à victoires ambulante qui ne se soucie que de gagner et choisit les meilleurs combattants. Bien qu'elle puisse lire ses pensées, Carmen ne sait pas pourquoi Yu s'est lancé dans la boxe au départ. Lorsqu'il est prêt à partir après son entraînement, Carmen lui pose cette question curieuse. Après une brève pause, Yu avoue avoir vu une lueur d'espoir. Chad se souvient de l'esprit indomptable de Jay et a voulu se lancer dans la boxe à cause de cela. Carmen ne comprend pas ces mots ambigus, tandis que Yu déclare que même lui n'est pas sûr de sa réponse. Elle réfléchit à ces mots un instant, se demandant s'il pourra jamais trouver quelque chose comme ça dans le monde de la boxe. Amusant, elle est aussi surprise qu'il soit plus doux qu'il ne le laisse paraître. Chaque personne qui est entrée sur le ring de boxe avait de fortes raisons de se battre, que ce soit pour la richesse, le pouvoir ou l'intérêt personnel. Les deux boxeurs qui sont destinés à s'affronter sont les meilleurs de leur catégorie. Lors de leur interview, le cœur de Jin bat la chamade car il est excité de combattre Yu. Des points bonus pour notre gars qui a l'air super classe en costume. Plus tard dans la journée, Jin fait une demande déraisonnable à son entraîneur. Cet homme ne veut pas que le match s'arrête même s'il meurt. C'est à quel point il tient à combattre Yu. Le jour du match était arrivé. Le champion du monde avait évolué en un être supérieur. Il pouvait ressentir les plus petites sensations, qu'il se brosse, change de vêtements, ou même fasse quelque chose d'aussi simple que marcher. Il avait accédé à un monde de force où tout semblait connecté. Jen sourit, réalisant que c'est ainsi que Yu a passé sa vie. Jen, le champion incontesté d'il y a une décennie, affronte maintenant le prétendant invaincu avec le taux de victoire le plus élevé. C'est tout ou rien. Tous les regards sont tournés vers ce match. Kay souligne que Yu va obtenir la ceinture de champion du monde. Pas seulement une, mais toutes bientôt. Yu n'est pas vraiment excité et se tient comme un robot. De l'autre côté du ring, l'entraîneur de Jen lui dit qu'il a dépassé ses précédents repères. C'est sa meilleure chance de prouver ses standards à lui-même. C'est l'accomplissement de l'objectif ultime de Jen. Les combattants se font face. La question brûlante de savoir qui deviendra le champion du monde sera bientôt résolue. Même les fans, y compris moi et vous tous, sont extrêmement excités pour ce combat. Dès que le combat commence, Yu a du mal à esquiver les coups de poing et mitraillettes de Jen. Le champion passe à l'offensive à toute vitesse, impressionnant même l'entraîneur Kay par le niveau de perfection atteint en peu de temps. Avant leur combat épique, la scène se déplace vers l'expérience personnelle du créateur de manga. Oui, vous avez bien entendu. Le créateur était un sportif obsédé par le fait de devenir basketteur. À un moment crucial, quelque chose s'est passé. Il a sauté si haut qu'il avait l'impression de toucher le ciel. Il se sentait si libre, un saut comme aucun autre. Une expérience du saut parfait. Rien de tel ne pourrait jamais être recréé.
Chaque mouvement était synchronisé jusqu'à ce que le saut inévitable se produise. Après le saut, il a essayé de recréer l'expérience encore et encore, mais malheureusement, il a échoué. Il y a une autre histoire à propos d'un batteur de baseball. On dit que les batteurs, à leur meilleur, pouvaient physiquement sentir chaque molécule de la balle venir vers eux. Leur corps réagirait dans un flux parfait. Comme ces moments, il y en a beaucoup d'autres qui se sont passés de la même manière pour de nombreux sportifs. Maintenant, dans ce combat de boxe, imaginez cette expérience et multipliez-la par 100. Les jabs parfaits de Jin passaient au-delà de Yu qui se faufilait de part en part. Les réponses analytiques de Jin, semblables à une machine, contrôlaient chaque mouvement du corps de Yu. Il pouvait voir ce que Yu allait exécuter comme prochain mouvement. En réponse à une telle attaque, le champion du monde a lancé un coup audacieux. Le commentateur est ébloui, voyant Yu avoir du mal à pénétrer la portée indomptable de Jan. Le champion du monde en titre lui donne du fil à retordre. L'entraîneur K est impressionné comme avant. Il ne pouvait que le qualifier de génie. Mais maintenant, Jin s'est élevé au niveau d'un monstre. Un monstre qui a atteint le sommet par son travail acharné. K remarque que de nombreux soldats ont vécu des expériences éprouvantes à la guerre. Il se souvient de son propre temps en tant que jeune soldat dans les forces spéciales. Chaque bataille était un moment de tension et d'alerte constante face à la mort. K est l'une de ces rares personnes qui ont connu la maîtrise et la perfection. Il a traversé les tirs, ressentant chaque fraction de seconde alors que la balle le frôlait. K croit aux extrêmes du potentiel humain. Il sait que ces monstres sont des êtres qui ont largement dépassé les limites humaines qu'ils avaient. La meilleure compétence de Jin est sans doute son contrôle total de son corps, ressentant les plus petits de ses tissus se détendre et se contracter avec un timing parfait. Une telle capacité est la raison pour laquelle les records du monde conservent leur statut. La capacité de Jin à perfectionner la technique a fait de lui ce qu'il est en tant que champion. K était impatient et il veut que Yu ait un aperçu de ce qu'est vraiment la boxe. C'est un sport qui compare deux individus avec leurs forces. Et est extatique et veut découvrir jusqu'où Jane a défié le concept des limites humaines pour ce combat. Yu esquive les jabs et réduit leur portée à chaque mouvement. Il est assez proche pour maintenir une posture offensive sur Jean. La foule est en délire alors que les deux combattants misent tout sur l'ultra-instinct avec leurs réflexes incroyables. L'entraîneur K est curieux pour Yu, se demandant comment il surmontera la portée du champion du monde. Yu se souvient de sa conversation avec lui hier. K lui avait conseillé de regarder quotidiennement les matchs de titre des champions du monde. Étrangement, Yu pensait que le but était d'imiter leurs mouvements, mais K a répondu qu'il aurait dû ressentir une autre sensation. Il lui a conseillé de bien se souvenir de leurs mouvements, mais de ne jamais reproduire leurs imperfections. Le seul conseil de K pour Yu est de se concentrer sur le match en utilisant son propre corps. Alors, ce monstre adopte une posture unique, déconcertant les spectateurs. Jin ressent le poids du changement soudain de posture de son adversaire. Même si le visage de Yu est à découvert, le champion du monde ne veut pas se faire toucher par les coups de notre garçon. Mais c'est exactement ce qui se passe. Un coup de poing puissant et rugissant frappe le visage de Jin, choquant tout le monde à travers le monde. Ce seul coup de poing a détruit Jin et l'a mise à terre. C'est la véritable force du monstre. Stella est parmi la foule, horrifiée de voir la chute du champion. Le visage de Jin a été anéanti d'un seul coup alors qu'il essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Personne en dehors du ring n'a la moindre idée de ce qui se passe. L'arbitre commence le décompte. L'entraîneur de Jen se souvient des paroles de l'homme et veut honorer sa promesse de rester en dehors du combat. Le compte à rebours continue alors que Jen se demande ce qui s'est passé en ces quelques secondes. Il a réalisé que, bien qu'il ait atteint la perfection, les capacités de boxe de Yu sont dans un tout autre domaine. Mais ce n'est pas tout pour le champion du monde. Il a faim de voir plus de la véritable force de combat de Yu. Le champion du monde rassemble tout son esprit pour se relever. Il se remet de l'attaque dévastatrice malgré sa posture chancelante. L'arbitre a reconnu le risque impliqué dans le match. Le coup de poing débridé de Yu était tout simplement trop pour que quiconque puisse le supporter. L'arbitre veut arrêter le combat mais les yeux de Jen continuent de le troubler. Il demande directement au champion du monde s'il est capable de continuer. Jen répond de manière robotique, affirmant qu'il est plus que prêt. L'arbitre souligne qu'il arrêtera le combat si les choses deviennent sérieuses. Mais le champion du monde n'est pas un lâche. Il est prêt à se battre. Le match continue alors que Jen maintient sa position. Yu, sans aucune hésitation, reprend sa posture précédente qui a détruit le champion du monde. Jin pense que s'il échoue à attraper l'attaque de Yu, il va faire face à une destruction totale. Yu prépare son mouvement, prêt à frapper tandis que le champion est occupé à lire son prochain mouvement. Le moment est venu et les deux combattants sont prêts pour un deuxième combat. Yu se précipite à des vitesses terrifiantes pour lancer la même attaque, mais son adversaire est déjà prêt. Il semble que notre garçon est sur le point de recevoir un coup au visage. Mais non, cet homme esquive à des vitesses impossibles et parvient à connecter le coup de poing directement sur le visage de Jen. K a observé l'excellente technique que Jin a déployée pour minimiser les dégâts en tournant la tête, mais même ainsi, il est évident qu'il est à quelques coups de poing d'être vaincu. Jen est frappé par des coups si puissants qu'il est obligé de garder sa garde haute. Mais ensuite, notre garçon le frappe avec des crochets autour de son corps. Même l'entraîneur de Jin reconnaît qu'il n'est pas fait pour résister aux attaques. C'était un exploit phénoménal pour le champion du monde de se relever après avoir subi l'attaque la plus mortelle de Yu. Le champion du monde réfléchit même au milieu d'une défaite brutale.
Yu est impitoyable dans ses frappes et déverse une pluie de coups de poing sur lui. Il va de plus en plus vite. Jin apprend que Yu n'a ni le désir de gagner ni même une hésitation nerveuse. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'exécuter la technique de manière robotique. Jin est anéanti une deuxième fois, mais c'est une expérience qu'il apprécie le plus. Il est mis à terre pour la deuxième fois dans le premier round, donc la foule est presque certaine que Yu deviendra le nouveau champion poids léger. Alors qu'il est à terre, le champion du monde contemple sa réflexion précédente sur l'imperfection des humains. Sa famille a traversé un divorce difficile et il a grandi avec une histoire comme beaucoup d'autres personnes. Il a grandi dans une maison où tout ce qu'il pouvait entendre était du bruit. Le compte à rebours continue tandis que l'entraîneur de Gen le supplie d'accepter la défaite. Il pense franchement qu'il était une erreur qui n'aurait jamais dû être amenée dans ce monde en premier lieu. L'entraîneur K applaudit car il a encore accompli l'impossible. Jin se remet debout sur ses deux pieds parce que c'est qui il est, tout en haletant et épuisé, face à un monstre qui éclipse l'humanité. Quand sa mère a quitté la famille, le père de Jin a été réduit à un état pitoyable. C'était un homme incompétent qui ne se souciait pas des conséquences de ses choix. Cela a conduit à cette famille brisée. Même en se comparant à son père, le garçon était patient et se considérait compétent. De retour sur le ring, la foule rugit en voyant la persistance inébranlable du champion du monde. Indifférent au reste du monde, Yu prépare sa posture une troisième fois, ce qui sera probablement la fin du combat. Coach K attend qu'il termine ce combat tandis que Stella prie silencieusement pour le bien-être de son partenaire. Il se lance à des vitesses incroyables pour terminer le combat, mais l'arbitre intervient juste avant qu'il ne puisse porter l'attaque finale. Le premier round s'est terminé juste à temps, donnant à Jen une chance de récupérer. Bro était à 2 doigts de la mort. Mais de toute façon, Coach K est convaincu que Yu a prouvé que ses compétences sont supérieures même au génie de la division de boxe poids léger. En même temps, il est le seul à avoir survécu à Yu au premier round alors que tous les autres combattants sont tombés. Jen a reçu des soins de son entraîneur qui n'avait jamais de sa vie imaginé que le champion subirait une telle raclée. Il s'inquiète pour la vie du boxeur plutôt que pour le match de championnat. L'entraîneur de Jen lui a remis les idées en place, exigeant qu'il arrête le combat car cela pourrait lui coûter la vie. Répondant à cette question d'une voix tremblante, Jen réfléchit au sens de la vie. Il pense que mourir en poursuivant son objectif est le sens le plus honorable imaginable. Bien sûr, son entraîneur est opposé à cet état d'esprit insensé. Jin déclare qu'il doit réaliser son existence dans ce combat et exige à nouveau qu'aucune interruption ne vienne entraver son chemin. Le champion du monde est prêt pour le deuxième round alors qu'il entre sur le ring. La question de savoir s'il peut survivre à d'autres attaques dévastatrices de Yu dans le deuxième round reste en suspens. Dans le combat le plus extrême de sa vie, il se souvient comment son père l'a laissé au milieu de nulle part. Le petit garçon pouvait lire son père comme un livre ouvert, le plaignant même. Il ne ressentait même pas de tristesse d'avoir été abandonné. Au lieu de cela, il était déçu par la piètre performance de son père qui s'apprêtait à partir pour le magasin de lait pour 1000 ans. Le garçon a contenu ses émotions et a suivi son propre chemin. Il a refusé de suivre les traces de son père et s'est efforcé de poursuivre la perfection. Ce qu'il voit juste devant lui est l'idéal, la perfection qu'il a désirée tout ce temps. Jen entre dans un état similaire à Yu, se préparant à terminer sa vie dans ce dernier combat. Son entraîneur pense qu'il a perdu la tête, mais c'est déjà trop tard. Jen lutte avec la même technique monstrueuse après avoir vu Yu. Son entraîneur est malheureusement soucieux de sa santé et veut jeter l'éponge. C'est lui qui a cultivé son talent pour la boxe. Il ne veut pas que Jen rejette son humanité et préfère qu'il embrasse la lenteur et le sens de la vie. Même Stella a l'impression qu'elle va devenir veuve parce que cet homme est vraiment en mission suicide en ce moment. Le dernier affrontement est gravé dans le marbre. Mais avant qu'il ne puisse avancer, la voix agaçante de Stella est arrivée en trombe. Elle le supplia de rester et de prendre soin de sa vie. Soudain, un flot d'émotions l'envahit. À l'époque, malgré le calme glacé du garçon, il se sentait triste. Il frissonna et eut peur que son père l'ait abandonné. Stella révèle enfin qu'elle est enceinte de son bébé. La vie de Bro défile devant ses yeux alors qu'il réalise qu'il est déchiré entre deux idéaux. Celui de poursuivre une perfection monstrueuse, ou de rester humain, en acceptant les parties de lui qu'il a rejetées tout ce temps. Jen se souvient que c'est son entraîneur qui lui a donné un foyer après qu'il se soit perdu. Il est magnifiquement dépeint que Jin, tout comme son père, a fini par s'égarer. Au lieu de poursuivre le combat, Jin sort de force du ring et perd le match par disqualification. Les autres pensent qu'il s'enfuit comme le lâche Kazim. L'entraîneur K est furieux au point que cet homme pourrait s'évaporer. Jin vous remet personnellement la ceinture de champion, affirmant qu'il l'a mérité. L'entraîneur K est en colère parce qu'il a essentiellement volé la gloire de notre garçon en abandonnant ainsi. Après 10 ans de règne, Jin est remplacé par Yu, qui est devenu le nouveau champion poids léger avec une force incomparable. Son palmarès en boxe est devenu le plus impressionnant jamais vu. Après le combat, Jin est soigné pour ses blessures. Il demande à son entraîneur s'il sera un bon père. Stella entre dans la pièce les yeux remplis de larmes. Elle le serre dans ses bras, infligeant encore plus de douleur à son corps. Le palmarès de Jin en boxe s'est conclu par une performance presque excellente, prouvant qu'il est toujours l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Alors que le reste du monde l'acclamait, tout ce que l'on pouvait entendre était du bruit inutile. Ses capacités athlétiques sont considérées comme folles, au point que même le champion junior des poids welters, Yuto, est préoccupé.
D'un autre côté, Ryu au visage de garce est introuvable car il s'occupe de certaines affaires. Il affronte un membre de gang appelé le Boucher. Ryu ne sait pas ce qu'il fait à perdre son temps avec des déchets comme eux. Quand ces gens le rejoignent, ils sont choqués de voir qu'il a déjà détruit tout le monde, y compris le chef. Ryu se souvient du visage de Yu et devient super en colère. Il exprime sa frustration en frappant le gars jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Ryu est furieux d'avoir perdu son temps comme ça. Quant à Jay, c'est le meilleur ami le plus enthousiaste que l'on puisse rêver. Mais en même temps, le visage impassible de Yu montre qu'il ne se soucie vraiment pas des ceintures. Cela soulève la question de savoir pourquoi notre introverti amoureux des chats est devenu boxeur au départ. Bien que cela reste à dire, Jay célèbre avec style et son entraîneur. Il est révélé que notre garçon blond préféré fera bientôt ses débuts dans son match de boxe. Jay affiche un sourire innocent, ce qui ne convient pas à un boxeur. Son entraîneur se souvient du temps de Jay perd sur le ring alors qu'il l'affrontait. Il impose une restriction stricte à Jay de ne jamais regarder les matchs de Yu parce qu'il est dans une ligue à part avec un style de boxe différent. Au lieu de cela, l'entraîneur a recommandé qu'il regarde les combats de Yuto Takeda, qui est considéré comme le meilleur boxeur in-fighter au monde. Même si c'est le conseil qu'il a donné à Jay, il y a le fait que Jay est fondamentalement au niveau incomparé à un certain boxeur. L'entraîneur se souvient de ce boxeur comme d'un homme respecté par cette génération de boxeurs dans le monde entier. C'est le même homme qui, au début de la série, a sauvé Yu. L'entraînement de Jay pour son prochain match de début est en plein essor. Dans ce monde, il y a des gens avec des histoires de dépassement de l'adversité. Puis, il y a ceux qui deviennent amers, juste après leur premier succès. Enfin, il y avait des monstres comme Yu qui se tenaient comme un boss de fin de jeu que les autres combattants devaient vaincre. Bien que chacun ait son histoire, le véritable protagoniste de celle-ci se révèle être le boxeur blond qui réalise que le même garçon qu'il a sauvé est devenu champion du monde. Il se présente au gymnase de manière inattendue, choquant Johnny Boy et son entraîneur. Se vantant de l'éclat du soleil lui-même, l'homme se souvient qu'il vise à tenir une promesse avec quelqu'un. Du côté de Jay, il vit sa vie, pensant qu'il va enfin dépasser ses limites pour devenir boxeur. Cette fois, l'histoire se concentre sur la perspective de Jay. Après que Yu ait démoli le cousin de Bakugo mardi prochain, l'entraîneur Typhoon Kim regardait par la fenêtre d'un air ennuyé, arborant une humeur sombre. Il s'attendait à une telle prise avec Ryu, mais ce n'était plus pertinent. Typhoon était un bon gars qui voulait remettre un bien précieux de sa salle de sport entre les mains de Kei. Eh bien, c'est ce qu'il pensait du moins dans son île de Lulu. Tout a changé parce qu'un diamant encore plus gros a réduit l'ancien diamant en morceaux. Il se sentait non récompensé lorsque Ryu a complètement arrêté la boxe. Mais ensuite, à sa place, quelqu'un d'autre est venu. Jay et son père ont fait une apparition à la salle de sport, le déconcertant grandement. Le garçon blond s'est dépêché pour déplacer le poids lourd. Jay avait une grande faiblesse en ce qui concerne sa vue. Le père de Jay a reconnu la passion de son fils pour le sport. Typhoon et lui étaient rivaux à leur apogée. Bien qu'il ait eu un record impressionnant au total, le père de Jay l'a surpassé dans leur combat personnel. À l'époque, Typhoon ressemblait à un vrai mannequin qui savait donner de lourds coups, bien qu'il fût un boxeur technique prêt à se sacrifier pour le sport. Le père de Jay était un mur épais qui supportait le poids de ses coups. Le père de Jay admet que les yeux de son fils posent un vrai problème. Quand il était petit, il a failli devenir aveugle à cause d'une blessure. À cause de cela, les garçons brocolis ont du mal avec la distance. À son niveau actuel, Typhoon impose un entraînement intense à Jay pour qu'il ne manque aucun aspect de sa formation. L'homme souligne que la seule et unique stratégie de Jay sur le ring est d'encaisser autant de coups que possible. C'est la seule façon pour lui de se créer une ouverture. Mais la distance n'est pas tout. Jay se fait uppercuter en plein visage parce qu'il manque de puissance derrière ses coups. Il doit surmonter de nombreux aspects de son entraînement pour atteindre le niveau d'un boxeur moyen. Jay riposte avec un crochet à courte distance. Typhoon veut que Jay martèle simplement ses adversaires avec des attaques consécutives. Il a même une politique sans lunettes pour Jay afin qu'il puisse entraîner ses yeux. Chaque partie de son corps est entraînée pour qu'il puisse construire une physique de survie. Typhoon ne veut pas que son idiot entre dans un match de début quand il n'est pas prêt, surtout avec un désavantage. Leur entraînement continue, même quand il s'agit de mantras idiots de chef de télévision. Le style imposant de Typhoon avec Jay lui rappelle pourquoi il est devenu boxeur au départ. Il croit que les talents du garçon sont comparables à un arbre plutôt qu'à un joyau. Alors que les valeurs des autres personnes sont décidées dès la naissance, les arbres continueront toujours à croître, même s'ils sont brisés d'innombrables fois. L'objectif de Typhoon avec Jay est qu'il se développe en un arbre solide, capable de résister aux obstacles les plus lourds. Le temps est une ressource donnée également à tous les humains. Les trois protagonistes ne font pas exception. Tandis que Yu a réalisé des progrès monumentaux en quelques instants, Ryu a mordu la poussière et a complètement échoué. Enfin, il y avait quelqu'un qui ne cédait pas à la gratification du présent. Il a attendu et laissé passer le temps jusqu'à ce que ses progrès le récompensent dans le futur. Finalement, le match de début de Jay était gravé dans la pierre avec son adversaire décidé. Son entraîneur est un peu nerveux à l'idée de lui dire que son adversaire va littéralement le dévorer vivant. C'est comme un giga Chad affrontant un cafard. Rock Kang a 2 fois plus de victoires et peu de défaites. En fait, Rock était un champion à son apogée. Ce type est la définition d'un maître du combat rapproché, avec une expérience accumulée que Jay n'a pas. Jay affronte en gros quelqu'un dont les compétences sont poussées à 100. Typhoon mentionne que les débutants ne sont généralement pas jumelés avec des gens comme ça, mais toutes les places étaient prises. Steel pense que notre gars va se faire dévorer dans ce match. Typhoon lui tape sur la tête chauve et lui dit d'être optimiste.
Bro parle des yeux alors qu'il n'en a même pas. La bonne nouvelle pour Jay est qu'il possède aussi un combattant rapproché qui est devenu champion national. Ce qui est drôle, c'est que c'est révélé être Steel lui-même, qui est le champion poids moyen de sa division. Bro est une copie bon marché de Mike Tyson et appelle immédiatement Jay un adversaire facile. Les provocations sont bien réelles avec celui-là. Les boxeurs infighters sont connus pour lancer des crochets et des uppercuts à courte distance. Cela signifie que c'est une bataille d'usure et d'esprit. C'est de la boxe brutale où il faut vraiment tenir tête à son adversaire. Typhoon aide Jay à s'entraîner en utilisant l'immobilité d'un arbre. Il est clair comme de l'eau de roche qu'il se fera encore démolir dans une démonstration de force. L'entraîneur admet que le physique de Jay est plus adapté à un style dude-boxing plutôt qu'à encaisser les coups comme un unfighter. Sur le ring face à un adversaire qui dépasse de loin les capacités de Jay, la question reste de savoir comment il surmontera un tel défi. Notre garçon se précipite avec une vitesse incroyable pour passer devant Steel. Cela crée une ouverture que l'adversaire n'attendait pas. Jay se jette en avant pour attaquer Mike Tyson de côté. Le résultat, le gars se fait écraser au visage. Il est évident que Jay a de nombreux défis à surmonter face à un vétéran chevronné qui connaît si bien le jeu. Cependant, un avantage que les joueurs débutants ont sur les vétérans est leur absence de passé. Ils peuvent apprendre en observant et en exploitant les faiblesses. Le meilleur avantage de Jay est que personne n'a de données sur ses compétences. D'un autre côté, son adversaire a de nombreux matchs diffusés. La stratégie de Typhoon est d'utiliser cet avantage pour prédire les mouvements de Rock. Ils ont analysé sa façon de combattre en priorisant les crochets et les uppercuts au premier round. Il adore lancer des directs et exploitera immédiatement les ouvertures. Typhoon conclut qu'un coup au foie serait dévastateur pour le champion car il exploite directement sa faiblesse. Les coups au foie sont impossibles à supporter car ils provoquent une douleur extrême. Il veut que Jay crée de fausses ouvertures pour l'ancien champion, lui permettant de penser qu'il a l'avantage, mais c'est précisément à ce moment-là qu'ils profiteront de l'opportunité pour le frapper. L'entraînement de Nerdboy continue intensément, donnant son 100% dans chaque exercice. À la fin de tout cela, Jay a acquis une silhouette impressionnante avec un visage de bébé par-dessus. La veille de son match, son cœur bat à tout rompre. Son père découvre que Jay n'est plus dans sa chambre. C'est parce qu'il est dehors à s'entraîner et à faire du shadowboxing. Son père observe l'amélioration impressionnante de Jay. Le combattant effrayé déclare qu'il est face à un adversaire coriace. Les pensées de perdre son premier match le hantent, car il sera classé comme un boxeur raté. Comprenant les sentiments de son fils, le père de Jay le console en partageant son expérience de débutant. Devenir boxeur professionnel revient à passer chaque combat. Bien que cela soit important en boxe, le père de Jay pense que quelque chose est encore plus important que le résultat d'un match. Il se souvient avoir vu un boxeur si rayonnant que le résultat de ses combats n'avait pas d'importance. Il laisse à son fils le conseil de trouver un sens dans sa boxe. Jay réfléchit aux paroles de son père et concentre toute son attention sur son adversaire, visant à donner le meilleur de lui-même. Son match de début est enfin arrivé et le corps du garçon tremble de nervosité. Steel pense qu'il est logique qu'il se sente faible parce qu'il l'est. L'entraîneur Sigma ici dénonce Steel qui était tellement nerveux lors de ses débuts qu'il en chiait des briques. Jay marche, prêt à affronter la grande scène. Son père est l'un de ses supporters dans la foule, encourageant son fils. Le garçon avance chaque pas dans le ring avec conviction. Il se retrouve sous les projecteurs et voit son adversaire musclé qui a l'air terrifiant en personne. Jay calme ses peurs et se concentre sur ses compétences de combat. Typhoon lui rappelle leur stratégie de combat. Jay se rappelle qu'il est censé faire semblant d'être un outboxer, puis passer à un style d'infighting. Le garçon garde à l'esprit tout ce que son adversaire pourrait lui lancer. Jay rassemble sa confiance, mais au moment où le combat commence, un coup de poing est déjà dirigé vers sa tête. Tout ce discours de motivation s'est terminé en un désastre total alors que le garçon blond a été mis KO dès le premier coup. Typhoon réalise que Rock n'hésite pas à terminer le combat parce qu'il ne connaît pas le style de son adversaire. S'il s'agissait de n'importe quel autre boxeur, il serait peut-être resté à terre. Mais c'est notre meilleur garçon, Jay, qui a affronté son tyran même lorsqu'il était en infériorité numérique et dépassé. C'est exactement ce qui va se passer maintenant aussi. Jay a affronté la colère de ses tyrans jusqu'au coup d'un camarade de classe indestructible, et maintenant il encaisse les coups d'un champion national. C'est un vétéran à se faire écraser le visage comme un sac de frappe, mais c'est ce qui le rend si redoutable. L'amateur de boxe réfléchit que se faire frapper a un peu soulagé ses nerfs. Le champion est plutôt impressionné par son exploit. Le combat reprend. Cette fois, il est prêt à minimiser les dégâts près de son menton. Le champion national veut que ce match se termine rapidement, alors il avance à toute vitesse pour exploiter la portée de Jay. Cependant, l'attaque qui était censée toucher est esquivée grâce à l'avantage de vitesse de Jay. Il évite davantage les avancées brutales du boxeur, lui donnant l'illusion d'être un outboxer avec de bonnes esquives. Rock pense qu'il va submerger Jay par sa pure puissance. Il concentre l'efficacité de ses attaques en réduisant la distance. La chasse au chat et à la souris pour attraper le supposé outboxer a commencé. Dès qu'il avance, Jay choque le champion national en glissant et en délivrant un uppercut retentissant sur son menton. Le premier coup important le met immédiatement à terre. L'ancien champion est choqué d'avoir été surpassé par un uppercut parfait. Il commence à réaliser qu'il vient d'être manipulé par son adversaire, qui est en fait un combattant rapproché. Typhoon croit que le vrai match va maintenant commencer, puisque tous deux ont eu un avant-goût des forces de l'autre. Le combat reprend avec les deux combattants qui se provoquent à courte distance.
La bataille de la ténacité commence alors que Jay ancre ses pieds dans le ring. Rock est assez impressionné par la force du débutant. Ils se frappent mutuellement à un rythme égal. Typhoon se souvient que le garçon dans le ring est quelqu'un qui ne possède aucun talent ou force comparé aux grands noms du monde de la boxe. Mais pourtant, il y a quelque chose de spécial qui le distingue. Cela ne peut pas être le travail acharné, car chaque boxeur fait de son mieux pour atteindre ses objectifs. Le sentiment est inhabituel, mais hélas, l'entraîneur croit fermement qu'il y a une spécialité dans les compétences du garçon. Le champion est d'accord, car il pense que Jay est plus avancé que les débutants typiques. En même temps, c'est juste un débutant qui reçoit une rafale de coups de poing de l'adversaire écrasant. Comparé à Steele, son adversaire actuel est encore plus agressif. Jay active la vitesse à son avantage, utilisant un pas de côté pour exploiter les ouvertures. Puis il frappe Egghead avec une série de jabs, mais ils sont si faibles qu'il ne ressent rien. Le combat se déroule exactement comme à l'entraînement contre Steele. Les mêmes mouvements se répètent, mais cette fois, Jay réagit plus vite. Il croit fermement aux capacités du garçon, qui est actuellement en train d'acculer Rock et d'esquiver chacun de ses mouvements. Après tout, Jay a déjà ressenti le poids de coups encore plus fins. Cela lui donne l'expérience nécessaire pour esquiver et égaler son adversaire. Typhoon est impressionné que son élève s'en sorte, au point de voir un avenir où Jay gagne ce combat. Le round se termine. Son entraîneur lui donne de bons conseils pour maintenir l'avance au tableau de score dans le deuxième round. Quant à Rock Kang, il est clairement impressionné par les forces de son adversaire débutant. C'est presque injuste, car Jay aurait surpassé le combattant débutant typique avec ses excellentes compétences d'esquive. Ses manœuvres vives et évasives donnent l'impression qu'elles sont influencées par un combattant plus grand que Jay lui-même. Indice, son nom est Beachface. Cela dit, Rock pense que Jay est encore en retard en ce qui concerne l'essentiel. Pendant ce temps, le père de Jay commence à réaliser la gravité de la situation. Dans le deuxième round de leur combat, Jay est le combattant vert et confiant. Chaque mouvement de sa part se concrétise alors qu'il se précipite et déverse une rafale de coups de poing sur son adversaire, prenant l'avantage. C'est un bon moyen pour lui d'acquérir plus de points, donc l'illusion de gagner est maintenant à sa portée. Rock lance un crochet qui manque le corps de notre garçon. Il essaie de rester léger sur ses pieds, car même un mouvement pourrait être sa fin. Quant à ce qui préoccupe le père de Jay, il espère que Typhoon voit ce qu'il voit. Cependant, l'entraîneur est bien trop occupé à admirer l'amélioration du garçon dans le combat et pense qu'il va certainement gagner. Ayant survécu au-delà du deuxième round, l'entraîneur conseille à Jay de maintenir son endurance pour ne pas s'épuiser. Il est clair pour tout le monde que Rock va essayer de porter un coup final pour accumuler des points, puis quelque chose le frappe. Jay est inhabituellement épuisé, trop épuisé malgré son entraînement intensif d'endurance. Typhoon réalise immédiatement ce qui se passe en se tournant vers le boxeur qui est son adversaire. Le père de Jay a été préoccupé tout le temps par la pression du combat qui s'accumule comme de la fatigue pour un combattant novice. Ce combat psychologique a été une spirale de coups suffisants pour ébranler la mentalité fortifiée d'un boxeur. C'est tout sauf un combat réalisé avec entraînement. Jay ne pouvait pas gérer la pression, donc même s'il a réussi à donner des coups de poing incroyables ici et là, cela l'a épuisé. Rock connaît cette faiblesse et l'a exploitée comme la scène qu'il doit contrôler. Typhoon sait que s'il continue sur cette trajectoire, Jay va se faire anéantir sans aucun doute. Il calcule le prochain mouvement de Rock et choisit de faire confiance aux capacités du garçon pour surpasser l'adversaire vétéran. Dans un élan de courage et de motivation, il dit à son disciple de faire comme il l'a toujours fait. Ainsi commença le troisième round du combat. Comme toujours, cela devint d'abord une bataille d'usure. Quelque chose dans cet affrontement est différent du précédent, car son adversaire avait économisé sa force tandis que Jay avait gaspillé son énergie. La vitesse du petit Jay a pris un grand coup et il est à peine capable d'éviter les coups maintenant. Il est visible pour tout le monde que l'élan de Jay l'a piégé sur le pied arrière. Le malheureux boxeur débutant est sous pression, alors que de plus en plus de coups de son adversaire pénètrent sa défense. Il parvient à placer quelques coups ici et là, mais cela ne fait rien. Typhoon s'inquiète pour Jay, qui est déterminé à garder son adversaire à distance. Il réussit à esquiver un crochet gauche insensé, impressionnant l'ancien champion. Malgré sa tentative, malheureusement, Jay perd sa garde et encaisse un puissant crochet en plein visage. Cela devrait être le coup décisif qui scelle son sort. Son corps s'effondre alors qu'il est projeté au sol. Le compte à rebours pour sa défaite commence, avec Jay se reposant dans la contemplation de la force incroyable de son adversaire. Jay est sous pression à cause de la différence folle d'expérience entre les combattants. En même temps, c'est un garçon qui avait l'habitude de se faire battre quotidiennement. Il n'est pas encore hors combat et se relève toujours. Rock peut dire qu'il a déjà affronté de forts adversaires pour en arriver là. Le jeune combattant a gagné un immense respect de sa part. Pour lui rendre hommage, Rock veut utiliser sa technique la plus puissante, ce qui n'augure rien de bon pour Jay. Le match semble être en sa faveur, mais c'est exactement le genre de moment que Jay attendait. Il esquive son poing et crée l'ouverture parfaite pour lancer un coup de poing tonitruant au foie. Hélas, même avec sa meilleure tentative pour l'achever, l'attaque est bloquée et en retour, Jay est de nouveau mis à terre. Le match semble être une défaite pour notre garçon blond qui n'a pas pu surmonter le vétéran, peu importe ses efforts. Il reste allongé, contemplant ce qui résume la valeur d'une personne. Même son adversaire espère secrètement que Jay apprenne de cette expérience pour le surmonter. Le gagnant et le perdant sont toujours déterminés par la conclusion du combat. Il y a des forces indomptables qui s'élèvent au sommet, mais seuls quelques-uns peuvent ressentir les flammes de telle hauteur. Dans le cas de Jay, sa réponse est claire comme de l'eau de roche. Il refuse d'abandonner, même si le résultat sera une défaite.
Le garçon est prêt à tout donner, même si le résultat est gravé dans la pierre. Même après avoir subi 2 revers majeurs, il s'est relevé. L'arbitre veut conclure ce match en défaveur du débutant, mais réalise qu'il est encore avide et concentré. Pour respecter son intégrité malgré les dégâts, l'arbitre décide de continuer le combat en se basant sur l'arrêt du match la prochaine fois qu'il s'effondre. Le round reprend avec Rock qui martèle les défenses de Jay. Il n'a certainement pas d'humeur à retenir ses coups et maintient une pression constante sur son adversaire. Puis, tout comme au round précédent, il le coince et lance une rafale de coups. Dans son esprit, Jay a déjà accepté qu'il pourrait être l'un de ces boxeurs qui ont perdu leur premier match de début, mais cela n'a pas d'importance pour lui. Il n'a pas appris à boxer pour montrer qu'il est meilleur que les autres. Il a commencé la boxe pour découvrir la belle signification de la véritable force. Malgré les coups reçus au visage, l'esprit combatif de Jay crie de continuer. Rock est impressionné d'avoir été repoussé même dans l'état d'épuisement du débutant. Notre garçon blond sait qu'il ne lui reste plus beaucoup d'énergie, donc cette bataille se décidera par un autre affrontement. Rock admet la supériorité du débutant face aux autres combattants de sa ligue. Le père de Jay le soutient tandis que son entraîneur réfléchit aux obstacles impossibles que le garçon a dû surmonter pour en arriver là. Typhoon a vu quelque chose chez le garçon, alors il a accepté le match. Bro a signé la propre mort de son élève. Il veut réaliser la réponse à travers les actions de Jay. Les coups de Rock deviennent de plus en plus puissants au lieu de perdre de leur force. Cela en arrive à un point où Jay est à peine soutenu par le ring. Le puissant direct a secoué le garçon comme il n'avait jamais rien affronté de tel auparavant. Au lieu de ressentir de la jalousie ou de la haine envers son adversaire, notre glorieux garçon blond en est venu à respecter le travail acharné incroyable et les années de perfection de son adversaire. Leur boxe est le résultat des vies qu'ils ont menées jusqu'à ce moment. C'est une communication entre deux combattants, tous deux soutenus par des histoires différentes sur la façon dont ils sont devenus de telles personnes. Le résultat devient presque insignifiant, et dans le même ring, Jay apprend à apprécier la joie de la boxe. L'attaque finale est sur lui, le coup droit le plus puissant de Rock. Même s'il ordonne à ses jambes de bouger, son corps est trop rigide. Jay rassemble chaque once d'énergie qu'il lui reste dans le corps et parvient à esquiver le coup. Cette fois, l'ouverture l'attend. Il a la chance d'exécuter le coup au foie, mais malheureusement, il n'a tout simplement plus l'endurance pour attaquer. Jay accepte sa défaite inévitable quand il se souvient soudainement du coup de recul dévastateur de Ryu lors de son combat. Il exécute le même mouvement en une fraction de seconde et délivre le coup paralysant au foie suivi d'un puissant crochet du droit au visage. Rock est à terre et cet homme ne se relèvera pas. Après avoir mis du sang, de la sueur et des larmes dans ce combat impossible, Jay est sorti vainqueur. Pendant ce temps, la vie de Bakugo, ce sale type, prend probablement la pire direction possible en ce moment. Il a été condamné à 6 ans de prison. En contraste, le garçon qui a choisi d'accepter la croissance vient de remporter son premier match de début. Jay est perplexe tandis que Steel est plus qu'impressionné. L'entraîneur Typhoon est heureux d'avoir suivi son intuition et permis à Jay de briller. Le père du garçon est plus fier que jamais. Et son adversaire, Rock, ne savait même pas qu'il avait la volonté de gérer une série de coups réactionnaires à la dernière minute. Cela étaient les mouvements d'un boxeur professionnel. Rock admet qu'il ne s'est jamais autant amusé contre un adversaire. Il est devenu le fan numéro 1 de notre garçon et veut le soutenir. Jay est un imbécile maladroit en dehors de la boxe, mais son courage en dit long et témoigne de son entraînement. Il est clair pour le vétéran que ce garçon est destiné à un avenir brillant et deviendra éventuellement un prétendant au titre de champion. Cependant, il craint le combat inévitable du garçon avec le champion qui est une force redoutable. Après son combat, Jay se repose sur son lit sans pouvoir dormir. La scène du combat refuse de quitter son esprit. L'accomplissement de devenir enfin boxeur professionnel le frappe. Le garçon se remémore un chemin de souvenirs d'expériences difficiles, les obstacles qu'il a affrontés et combien il a dû surmonter pour produire ce résultat. Il sourit comme l'enfant le plus joyeux du monde, balançant ses jambes et tout. La seule raison pour laquelle il a pu arriver à temps, c'est grâce à l'influence de Ryu. Cette nuit-là, au lieu de se reposer, il décide de faire du shadowboxing contre son ancien ennemi. Il essaie d'esquiver et de recréer le moment du combat, mais cette fois-ci, il est frappé par un coup puissant. Cela signifie que le garçon blond a survécu de justesse lors du combat précédent. Jay s'attend à rencontrer Ryu sur le ring un jour, mais le pauvre gars ne sait pas qu'il pourrit en prison en ce moment. Après s'être épuisé à l'entraînement, Jay veut rentrer chez lui, mais il n'est pas prêt à abandonner et voit l'ombre perçante de Yu. Le combat ne commence même pas avant de se terminer. Frérot réalise qu'il n'est qu'une petite fourmi comparée au dieu de la boxe. Il a peut-être abandonné, mais Yuto Takeda travaille dur pour combattre le monstre qui a anéanti Jin. Yuto bloque avec confiance ses coups anticipés et, comme le champion du monde Sigma qu'il est, prévoit de faire 100 séries de plus. La perspective se tourne vers le reporter qui explique que Kei a exprimé publiquement son mécontentement quant à la conclusion du match. Il annonce publiquement que sa prochaine entreprise est que Yu conquiert la catégorie des poids super légers. Kei veut aller jusqu'à défier directement le champion, mais cela ne sera pas possible à cause des règles. L'entraîneur conseille à Yuto de profiter de sa ceinture pour le peu de temps qu'il le peut. Juste après la conférence, un match a été fixé entre Yu et Elliot von Heinberg. Il est au sommet du classement mondial dans sa catégorie et face à lui se trouve le champion du monde de la division légère, Yu. Cette division compte les combattants les plus forts. Même si Elliot est censé être le plus en forme d'entre eux, il sous-estime grandement son adversaire.
Le mec pense qu'il est lui, mais il ne sait pas ce qu'il attend. L'objectif d'Elliot est de vaincre Yuto. Est-ce que cela surprend quelqu'un qu'il se fasse abattre par Yu? Parce que c'est exactement ce qui se passe. Le frère s'est fait massacrer avec Yu esquivant chacune de ses attaques. Le gars jouait avec lui et n'a même pas riposté. Elliot s'est senti humilié de ne pas pouvoir porter un seul coup à son visage. Un boxeur de son calibre est forcément insulté après une telle ignorance écrasante. À la fin du premier round, l'ego d'Elliot est complètement écrasé. Son entraîneur lui conseille de sortir la tête de son cul et de se concentrer correctement sur le jeu. Le deuxième round commence et, bonne nuit à Elliot, la garce arrogante. Yu devrait se renommer en One Punch Man parce que cet homme met KO tout le monde qu'il voit. Ce match est un spectacle public pour démontrer sa puissance au champion du monde en titre de la division Yuto. C'est une façon de dire « je viens te mettre KO ». Yu a démontré qu'il a la capacité de terminer un combat dès qu'il le souhaite. Il est au sommet du talent, tandis que Yuto représente le travail acharné. Il part pour un autre tour pendant que son entraîneur s'inquiète. Il pensait que Jean pourrait être un adversaire facile pour Yu, mais maintenant c'est devenu un vrai problème car même l'adversaire le plus difficile de Yuto a subi une défaite humiliante. Yuto court comme un fou. Cet homme sait qu'il est cuit. Son entraîneur sait qu'il est cuit. Tout le monde sait qu'il est cuit, mais il continue de s'entraîner. Yuto rentre chez lui et se repose, se souvenant de ses yeux morts. Il se demande s'il peut vraiment vaincre son adversaire, admettant qu'il a peur de ce qui va arriver. Pour comprendre quel genre de combattant et de personne est le champion des poids super légers, son entraîneur pense qu'il devrait être qualifié de travailleurs acharnés. Peter dit sévèrement que les gens qui travaillent très dur sont des perdants, et il a tout à fait raison. L'entraîneur de Takeda déclare que les boxeurs sont des êtres de nature orgueilleuse qui se vantent des heures qu'ils ont investies dans le travail acharné, mais elle pense que c'est des foutaises car on ne peut pas différencier les boxeurs de classe mondiale des boxeurs normaux uniquement sur la base du travail acharné. Elle affirme que chaque boxeur travaille dur, mais que les plus grands sont là uniquement grâce au talent. Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le sommet en dehors du talent et du travail acharné. Leur routine intensive n'a pas autant d'importance. Elle méprise de tels mots, car si quelqu'un se vante de travailler dur, cela signifie vraiment que le boxeur n'a rien de spécial. Et puis vient notre garçon en bleu, Udo, qui est une exception claire à la philosophie qu'elle vient de débiter. En l'observant s'entraîner sans relâche chaque jour, elle peut garantir qu'il n'y a aucun boxeur qui travaille à moitié aussi dur que lui. Elle se souvient de son premier jour à la salle de sport, singe ordinaire, sans talent, comme les autres. Il était un petit garçon quand son père lui a recommandé d'apprendre l'autodéfense. Bien sûr, l'entraîneur n'était pas très content de l'idée et a recommandé que le père du dos lui enseigne plutôt le judo. Finalement, le père du petit gars a décidé de quitter le magasin de lait, ce qui, je commence à penser, est une tendance récurrente chez tous les boxeurs. Après cela, lors de leur première séance d'entraînement, Udo a appris les techniques de la boxe. Les personnes qui se vantèrent d'une grande capacité athlétique pouvaient assurer une fluidité dans leurs mouvements, mais ce petit gars était probablement le pire candidat pour devenir boxeur professionnel. Il tremblait et tombait comme un gringalet. En d'autres termes, depuis longtemps, Udo était considéré comme un individu ordinaire sans talent, mais ce même garçon est maintenant champion du monde d'une grande division. Quand elle a demandé à propos de Miho, qui était la mère du garçon, elle a appris que son état se stabilise. Ces trois-là étaient en fait des amis d'enfance. Miho, Hiroto jouaient toujours ensemble. Miho était toujours l'enfant maladroit et faible du groupe. Elle avait besoin de l'aide des autres. Sans tarder, ils ont vécu leur jeunesse. À ce moment-là, Misaki avait investi un bon nombre d'heures dans la boxe, tandis que Hiroto s'orientait vers le judo. Il affichait toujours un sourire heureux quand il a commencé à sortir avec Miho, mais cela a compliqué leur groupe d'amis. Elle n'était pas surprise qu'ils finissent ensemble et se sentait écrasée à la fin et ne pouvait rien dire. Tous les trois ont encore passé de bons moments ensemble. Misaki appréciait leur relation et choisit de soutenir ses amis, reconnaissante pour les moments passés ensemble. Malgré ses meilleurs vœux, Hiroto est soudainement décédé, tandis que l'état de Miho s'aggravait. Avant son décès, Hiroto avait commencé à ressentir beaucoup de stress et envisageait de quitter son emploi. En tant que flic, il ne pouvait pas ignorer un groupe de brutes s'acharnant sur un inconnu. Son sens de la justice s'est éveillé alors qu'il combattait des hommes qu'il considérait comme des lâches sans valeur. Il a inculqué une philosophie importante à son fils, que les personnes fortes n'ont pas peur de la peur et inspirent par le courage. Il s'est battu bec et ongles pour sauver les innocents, mais malheureusement, à cause de ses blessures, il n'a pas survécu après le combat. Misaki a reçu un appel téléphonique soudain de sa part, ce qui l'a immédiatement surprise. Elle a senti que quelque chose n'allait pas du tout. La voix de Hiroto agissait alors qu'il partageait ses dernières volontés pour Udo. Ce jour-là, le père de ce garçon est décédé, et l'état de Miho s'est aggravé. Malheureusement, Misaki a dû supporter une lourde peine en annonçant la nouvelle du décès de Hiroto. Elle s'est effondrée, suppliant qu'elle se réveille. Dans ces moments les plus fragiles, Misaki a avoué son amour pour ses amis. Même après tout ce qu'elle a dit, Miho est décédé peu après le décès de Hiroto, à cause de sa maladie. Cette douleur l'a laissée complètement brisée au point qu'elle a contemplé le sens de vivre. Se souvenant des mots de son père, Udo a exprimé qu'il ne devait pas avoir peur et devait insuffler du courage aux autres. C'est sa raison de devenir fort. Le garçon qui n'avait pas un brin de talent naturel était plutôt doté d'une force mentale. Misaki a demandé s'il voulait continuer à boxer. Elle lui a rappelé son destin inévitable, combien de fois il devrait tomber, mais le garçon s'en moquait. Non, ce petit spécimen voulait juste suivre les traces de son père, la relation entre le professeur et l'élève confirmé.
Son seul désir était de consacrer ses enseignements à Udo. Elle n'avait rien d'autre et faisait du garçon sa raison de vivre. Cela ne surprend personne, mais ce type était littéralement nul. Même après tout le polissage, il n'a même pas pu apprendre le coup de poing le plus basique pendant un mois. Il manquait tellement de fluidité dans ses mouvements que c'était comme mémoriser chaque problème au lieu de comprendre la formule derrière la technique. De nombreuses années ont été nécessaires pour créer cette formidable force de la nature. Udo est devenu une bête avec laquelle il fallait compter. Puis une transformation soudaine s'est produite. 10 ans ont été nécessaires pour créer